Parce que pour la petite histoire, nous sommes ici, salle Olympe de Gouges, qui a été inaugurée cette année, fin d'année dernière, pour fêter les 25 ans de la délégation aux droits des femmes. C'est la première salle au Sénat qui porte le nom d'une femme. Alors, on n'est pas totalement dans le Sénat, mais c'est une salle du Sénat. C'est pas grave, mais j'appelle ça la politique des petits pas. Chaque pas compte. Donc, la prochaine sera dans le Sénat. Mesdames les rapporteurs, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très fière de lancer ce matin, avec cette table ronde composée de membres de l'Académie des sciences, nos travaux consacrés à la thématique Femmes et Sciences, qui nous est chère au sein de la délégation, et pour laquelle nous avons nommé 4 rapporteurs transpartisanes, Marie-Do Aeschlimann, qui ne saurait tarder, Jocelyne Antoine, Laure Darcos et Marie-Pierre Monnier. 2 jours après la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, qui a lieu tous les ans, depuis 10 ans maintenant, donc le 11 février, nous avons souhaité commencer nos auditions en entendant les auteurs du rapport de l'Académie des sciences, publié le 18 juin 2024, et très justement intitulé « Science, où sont les femmes ?» Les femmes représentent en effet encore moins d'un tiers des chercheurs scientifiques en France, et ce chiffre stagne ces dernières années. Elles sont encore moins nombreuses à occuper des postes à responsabilité au sein des laboratoires de recherche ou des départements R&D des entreprises. Cette sous-représentation est la conséquence d'une insuffisante orientation des filles vers les filières et spécialités scientifiques au lycée, puis dans les études supérieures, mais aussi de différences de représentation et de résultats entre filles et garçons dès l'école primaire, en particulier en mathématiques. Ainsi, en 2023, la France ne comptait que 13% d'étudiantes universitaires diplômées dans les domaines des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, contre 40% d'étudiants diplômés. C'est pourquoi, au cours de nos travaux, nous chercherons notamment à répondre aux questions suivantes. Comment amener davantage de filles vers les mathématiques et les sciences dès le plus jeune âge et tout au long de leur scolarité ? Comment encourager les jeunes filles et femmes à poursuivre une carrière scientifique et à prendre des postes à responsabilité? Comment mieux valoriser des rôles modèles de femmes scientifiques et lutter contre les stéréotypes à tout niveau? Afin d'étayer un peu plus ce constat et de réfléchir ensemble aux leviers d'action qui pourraient permettre une plus forte présence des filles et des femmes dans les sciences, je souhaite la bienvenue, en procédant par ordre alphabétique, à Madame Jacqueline Bloch, physicienne, directrice de recherche au CNRS, Madame Hélène Bouchia, physicienne, directrice de recherche au CNRS, présidente du groupe de travail Femmes et Sciences de l'Académie des sciences, Monsieur Patrick Flandrin, physicien, directeur de recherche au CNRS, Madame Juliette Rochet, biologiste, directrice du service des comités avis et rapports de l'Académie des sciences, et Madame Laure Saint-Raymond, mathématicienne et professeure des universités à l'École normale supérieure de Lyon. Je vous remercie pour votre présence parmi nous ce matin. Avant de vous laisser la parole, je précise que cette table ronde fait l'objet d'une captation audiovisuelle en vue de sa retransmission en direct sur le site et les réseaux sociaux du Sénat. Je voudrais aussi saluer, puisque effectivement ce fameux 11 février, jour des filles et femmes dans les sciences, est décédée la première femme à rentrer à l'Académie des sciences, Madame Choquet-Bruat, excusez-moi. Voilà, elle a choisi son jour. Je pense qu'elle sera accueillie comme il le faut, où que ce soit. Je vais laisser dans un premier temps la parole à Juliette Rochet, directrice du service des comités avis et rapports de l'Académie des sciences, qui va nous présenter les grandes lignes méthodologiques du rapport de juin 2024. Vous pourrez ensuite vous organiser comme vous le souhaitez pour vos prises de parole respectives, puis nous procéderons à un échange et je suis sûre que nos rapporteurs auront de nombreuses questions à vous poser. À vous. Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, Mesdames les sénatrices, Monsieur le sénateur, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'honneur et le plaisir qui nous sont faits
de pouvoir vous présenter les travaux de l'Académie des sciences ce jour et en particulier la réflexion de ses membres ayant conduit à la rédaction du rapport « Science, où sont les femmes ?», publié, comme vous l'avez dit, en juin dernier. Avant de céder la parole à mesdames et messieurs les membres de l'Académie pour cette présentation, j'ai le privilège de vous présenter quelques éléments de contexte et de méthodologie. L'Académie des sciences est une personne morale de droit public placée sous la protection de Monsieur le Président de la République. Indépendante, pérenne, elle rassemble d'éminentes personnalités scientifiques, à savoir à ce jour plus de 400 membres, dont une centaine d'associés étrangers qui apportent leur concours à l'accomplissement des missions de l'Académie. La compagnie constitue ainsi un lieu unique, rassemblant des experts de toutes les disciplines des sciences formelles et expérimentales. La majorité de ces séances sont publiques et l'ensemble de ces productions, qu'il s'agisse de rapports, comme aujourd'hui, de conférences, de publications scientifiques ou encore de podcasts, sont accessibles librement en ligne. Parmi les raisons d'être de l'Académie, citons, puisque cela va nous intéresser aujourd'hui, le soutien qu'elle donne à la vie scientifique grâce à la remise de prix, la veille qu'elle met en place sur la qualité de l'enseignement scientifique à tout niveau, grâce aux actions d'une délégation dédiée, et enfin, les comités thématiques et groupes de travail qu'elle met en place pour s'emparer de questions scientifiques d'actualité et apporter expertise et aide à la décision. En particulier dans ce cadre, lorsque l'Académie s'empare d'un sujet scientifique de société, forte de l'expertise incontestée de ses membres et de la complémentarité de leur spécialité, elle est en mesure de mener une étude approfondie et interdisciplinaire afin de rendre compte des enjeux fondamentaux soulevés. Pour ce faire, l'Académie collabore de plus en plus régulièrement avec d'autres académies et procède à l'audition d'experts autant que nécessaire. Les rapports produits par les comités et groupes de travail abordent des sujets variés, biodiversité, énergie, climat, enseignement des sciences, sciences ouvertes ou vie scientifique, comme aujourd'hui, et sont autant de documents de référence visant à éclairer la décision politique ou plus généralement tout citoyen désireux de se renseigner de façon solide sur un sujet. Pour en venir au sujet précis de cette matinée, la volonté de création d'un groupe de travail sur les femmes en sciences émane du bureau actuel de l'Académie, qui a souhaité, notamment par ce biais, indiquer l'importance que la compagnie donne à son implication aux côtés de nombreux organismes, de nombreuses institutions et associations, pour promouvoir un environnement d'études et de travail garant de l'égalité des chances et de l'inclusion. Animée par cette volonté, l'Académie a néanmoins été confrontée à deux défis. Le premier, la faible représentation des femmes dans ses rangs. Les femmes académiciennes représentent 17% des membres de la compagnie, après en avoir été longtemps exclues. Ces 17% sont le reflet du pourcentage de femmes dans les plus hauts niveaux de la science aujourd'hui et sont un héritage d'une longue histoire d'invisibilisation des femmes en sciences. Cet état de fait a conduit l'Académie à mener une analyse sans complaisance ni anachronisme de la place des femmes dans son histoire jusqu'à aujourd'hui, que vous retrouvez dans le rapport. Vous l'avez cité, Madame la Présidente, ce point nous donne l'occasion de rendre hommage à Madame Yvonne Choquet-Bruat, première femme élue à l'Académie en 1979, donc assez récemment, et décédée ce 11 février dans sa 101e année. Le travail de ce rapport a aussi donné à l'Académie, nous y reviendrons, une opportunité unique de présenter les actions qu'elle met en place en son sein pour tendre vers la parité. À ce titre, sa dernière élection de membres est un succès. Sans avoir eu recours à des quotas, l'Académie a élu 10 femmes parmi les 18 nouveaux membres. Le deuxième défi qu'elle a dû affronter est l'absence d'expertise en sciences humaines et sociales de ses membres. L'étude de la place des femmes dans la science relève de la sociologie, de l'histoire ou encore de l'économie, qui ne sont pas des disciplines couvertes par l'Académie. L'Académie a eu ainsi recours à des auditions d'experts incontournables de ces questions, dont vous trouverez une liste sur cette première diapositive, et a aussi basé son analyse sur un ensemble de bases de données extrêmement complètes et précises qui sont mises à disposition par la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, l'ADEP, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le CNRS, la Commission européenne ou encore la Fondation L'Oréal. Certaines de ces données vous seront présentées dans ce diaporama. Je conclurai ces quelques mots introductifs en insistant sur le fait que ce rapport constitue avant tout un témoignage de l'expérience individuelle et collective des membres de l'Académie, de la sous-représentation des femmes dans les carrières scientifiques et de leurs propositions concrètes pour y remédier, pour un monde scientifique plus inclusif et plus à même de faire face aux grands défis scientifiques de la science de demain. Je vous remercie.
Précisons également que vous êtes présidée par une femme dorénavant. Je vais enchaîner d'une façon sans doute moins formelle. Comme vous pouvez voir, je ne faisais pas partie du groupe qui a travaillé sur Femmes et Sciences. J'ai juste relu ce rapport et je viens en fait peut-être à un autre titre puisque je fais partie d'un autre groupe de travail qui travaille sur l'école. Et donc je vais vous parler du décrochage des filles en fait très tôt dans la scolarité. Alors si j'y arrive, c'est... Voilà, donc c'est des chiffres qui ont été publiés assez récemment par la DEP, enfin, au mois de juin, et qui ont été analysés notamment par la chaire qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Femmes et Sciences, je crois, à Paris-Dauphine. Donc c'est, je pense, un excellent interlocuteur probablement à écouter, parce que ça fait longtemps qu'il travaille sur ce sujet. Et donc ce rapport montre qu'en fait le décrochage des filles par rapport aux sciences intervient très tôt dans la scolarité et on arrive même à le localiser puisqu'il n'y a pas de différence essentiellement entre les filles et les garçons au début du CP. Donc vous voyez sur ce graphique, pour différentes capacités mathématiques, on évalue la différence de performance entre les filles et les garçons. Donc si on est à 0, ça veut dire que essentiellement les garçons et les filles ont la même performance. Et donc à chaque fois, vous avez pour chaque capacité testée, il y a 3 moments où on fait le test. Le premier, c'est au début du CP. Le deuxième, c'est à peu près maintenant, donc au milieu du 2e trimestre du CP. Et le troisième, en bleu clair, hein, c'est au début du CE1. Donc si vous regardez, vous voyez que sur le jaune, il y a assez peu de différence entre les filles et les garçons. Il y a quelques capacités où il semblerait que les filles sont, par exemple, plus douées au départ pour résoudre des problèmes ou reproduire un assemblage. Les garçons, un petit peu plus pour comparer des nombres. Mais vous voyez qu'en jaune, essentiellement, il y a peu de différence. Et en moyenne, on ne trouve pas de différence entre les filles et les garçons au début du CP. Et vous voyez par contre qu'en début de CE1, donc c'est ce qui est représenté en bleu clair, eh bien les garçons sont devant partout. Voilà, donc c'est pas sur une capacité spécifique, mais vraiment sur tous les items qui sont mesurés. Donc l'addition, la comparaison des nombres, écrire les nombres entiers, les lire, les placer sur une règle graduée, reproduire un assemblage et résoudre des problèmes. La soustraction, c'est ce qu'il y a de pire, je crois. Non, peut-être l'addition, c'est encore pire. Voilà. Donc c'est assez étonnant. Hein. Ça veut dire qu'il suffit de quelques mois, en fait, pour que ce décrochage ait lieu. Donc, juste peut-être pour préciser, hein, le 7 points, ça veut dire que essentiellement, à 50%, ça serait vraiment équivalent. 7 points, c'est beaucoup, en fait. Hein. C'est un gros décrochage. Voilà, donc ça, c'est quelque part une moyenne nationale. Et donc, évidemment, les gens se sont interrogés de savoir si on peut trouver des critères plus précis qui expliquent ce décrochage, parce qu'évidemment, on aimerait trouver une explication. Et je pense que la conclusion générale, c'est qu'il y a... Aujourd'hui, on n'a pas d'explication précise, donc les études restent à faire. Vous allez voir que je vais vous montrer d'autres chiffres qui montrent que en fait, ce phénomène se produit dans tous les contextes sociaux, tous les contextes territoriaux et tous les contextes familiaux. Donc c'est pas, voilà, il y a pas de, c'est pas une histoire de que les filles sont traitées pas pareil selon. Donc là sur les tableaux, vous voyez selon la constitution de la famille. Et vous voyez en haut à gauche, selon les revenus des familles, selon l'IPS, donc vous voyez qu'il y a essentiellement pas de différence hein, selon l'IPS. Il n'y a pas de différence non plus tellement selon la constitution des familles. C'est le tableau en bas à gauche. Et puis, pas tellement de différence non plus selon les métiers des parents. D'accord ? Donc, je pense que c'est important de savoir ça en tête. C'est un phénomène qui est vraiment très général.
Donc, à ce niveau-là, on peut faire juste des hypothèses sur ce qui justifie ce décrochage. Et l'hypothèse qui est souvent retenue, même si aujourd'hui, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas de preuves avec des études complètement précises là-dessus. Donc, la première hypothèse, c'est qu'il y a évidemment un grand biais de genre dans les professeurs des écoles. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et la plupart de ces professeurs des écoles ont une formation scientifique qui est très limitée. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10% des professeurs des écoles qui ont une formation scientifique et beaucoup qui n'ont pas fait de sciences depuis essentiellement la seconde ou la première. Donc, et pour certains qui ont même une petite dent contre les sciences, ou une petite dent, ou en tout cas un inconfort important. Donc, et donc voilà, cette représentation quelque part du professeur des écoles qui est une femme et qui fait pas bon ménage avec les sciences est évidemment une explication possible. Et donc la première recommandation qui est faite dans le rapport, c'est de renforcer la formation scientifique des professeurs des écoles, qu'elle soit généralisée. Et puis, à la fois dans la formation initiale et évidemment dans la formation continue. Autant pour, je dirais, le contenu de formation scientifique que pour le fait d'être à l'aise avec les sciences, que ça ne soit pas quelque chose d'irritant ou de... Voilà. Et puis ensuite, l'autre chose qui vient assez vite en tête, en particulier quand on regarde les bulletins des filles et des garçons à l'école et au collège, on voit qu'il y a des biais importants sur les appréciations. Et donc, il y a un vrai enjeu à sensibiliser à l'existence de ces biais, les enseignants et puis tous les personnels de l'éducation. Voilà, je pense que le biais le plus courant, c'est que les filles travaillent bien et sont au maximum de leur potentiel et que les garçons en ont toujours sous le pied. Ça, c'est un premier biais. Et puis, sans doute, un autre biais, c'est que pour faire des sciences, finalement, il faut mieux être un peu foufou que de travailler sérieusement. Donc ça ce qui est vrai, hein. Voilà, donc voilà, ces stéréotypes sont importants. J'ajouterais un troisième ingrédient possible, et je vais à ce moment-là passer la parole, qui est la question des maths et des sciences comme discipline de sélection et toute la compétition qui va autour. Probablement, c'est aussi un facteur à explorer. Mais voilà, encore une fois, aujourd'hui, les chiffres qu'on a montrent clairement ce décrochage, mais il n'y a pas d'explication qui soit, je pense, très claire, en tout cas qui soit scientifiquement prouvée. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, donc merci beaucoup de nous recevoir. J'aimerais juste dire que, en tant que fonctionnaire de l'État, dans un autre pays, aujourd'hui, cette réunion ne serait pas possible. On nous interdirait de nous réunir. Donc voilà, je trouve ça très important d'aborder ce sujet, et ça paraît presque un peu désuet quand on voit la situation ailleurs. Donc voilà, c'est un sujet visiblement important, puisque c'est un sujet qui est attaqué tout de suite, en fait, quand certaines personnes prennent le pouvoir. Donc, après ce qu'on a vu de décrochage dès l'école primaire, les choses continuent à s'installer. Et donc, au cours de nos auditions, on a fait parler donc des sociologues qui ont observé un petit peu des classes, qui se sont implantées dans des classes de lycée et qui ont passé 3 ans à être à l'arrière et à voir comment les choses se développent dans des lycées, un échantillon de lycées qui sont dans différents milieux sociaux, différentes villes. Donc il n'y a pas de biais, normalement, en tout cas le moins possible. Et ils ont vraiment remarqué
que les biais de genre entre les gens, enfin, une espèce de singularisation de parcours différents entre les filles et les garçons, s'installe de plus en plus fortement au cours du lycée. Alors, je ne sais pas si ça marche, ça. Si, voilà. Donc, au lycée, après la réforme des enseignements du lycée et la réforme du bac, les lycéens doivent choisir dès la première des options. Donc, il y a un tronc commun et ensuite beaucoup d'options qui ont tendance un petit peu à déstructurer la notion de classe, puisqu'il y a juste le tronc commun pour les élèves et ensuite, ils passent leur temps à changer de salle, changer de camarades pour aller suivre des options. Et donc, sur ce graphique, on voit les différentes options qui sont choisies. Donc, les trois graphes à chaque fois, ou les trois couleurs, les deux couleurs, donc c'est filles et garçons. Et ensuite, il y a l'évolution au cours des années, des dernières années, donc 2020, 21, 22, ça, c'est pas très important. Et donc, les choix d'options en fonction des filles et des garçons. Donc, on voit très bien qu'il y a un très grand pic en mathématiques pour les garçons. Plus de 50% des garçons choisissent les mathématiques, contre seulement 30% des filles. On voit que les filles choisissent plus les humanités, des domaines plus littéraires, histoire, géographie. Et donc le chiffre, je pense, qui est très important à retenir, c'est 45% des filles de terminale n'ont choisi aucun enseignement ou de spécialité en sciences. Donc, contre 28% des garçons. Mais ça veut dire quand même qu'une grande partie des futurs citoyens, des gens qui vont voter, ont arrêté complètement les mathématiques et toutes les matières scientifiques dès la première. Et je pense que ça, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, pour comprendre une exponentielle, pour comprendre toutes sortes de choses, c'est dramatique. Je pense que donc tous les gens qui sont dans cette pièce savent que dans le temps, quand on choisissait de faire A ou de faire d'autres filières, on continue à faire des maths. Il y avait des maths, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une sorte de maths. Il y a les maths pour les scientifiques, et puis il y a les maths de l'économie, il y a d'autres sortes de maths. Et là, en fait, aujourd'hui, on pose aux étudiants que les maths, qui sont d'ailleurs plus difficiles, les maths pour faire des sciences. Donc ça, je pense que ça pose aussi des questions par rapport aux futurs citoyens. Ensuite, en terminale, on peut choisir un renforcement en maths qui a une dénomination qui passe sans importance, qui s'appelle maths expert. Donc il y a la notion d'expertise, que c'est très difficile, etc. Donc après ça, eh bien, on s'engage vers les études supérieures. Donc là, vous voyez une comparaison entre différents pays, avec donc la place en rouge des femmes qui seront diplômées, qui sont actuellement diplômées dans des domaines scientifiques par rapport au pourcentage de garçons. Et donc, vous voyez, donc il y a 40% en France des garçons qui vont être diplômés, donc des garçons diplômés qui le seront en sciences, contre moins de 15% en France. Mais vous voyez que c'est un problème qui est général à tous les pays, et donc évidemment aux États-Unis également. Alors après, on peut regarder donc plus chez nous, dans les filières vraiment d'excellence, comme l'École normale supérieure d'Ulm, où là, vous voyez que donc il y a 99 élèves qui sont rentrés en 2023, et donc 19%, donc ça doit vouloir dire 20 filles, je pense, qui sont rentrées donc à Ulm en 2023, toutes matières scientifiques confondues. Alors après, il y en a 0 qui vont rentrer en maths info cette année. Et c'est à Lyon, mais je crois que c'était 0 quand même. Je crois qu'ils ne sont pas là, les chiffres. Là, on est passé à d'autres écoles. Enfin, en tout cas, la répartition, donc après, à l'intérieur des sciences, varie en fonction du type de sciences. Donc ici, vous avez 2 exemples, l'école Minpon et l'école polytechnique. Et donc là, vous avez les différentes disciplines d'entrée, donc qui permettent donc les différentes disciplines des classes préparatoires qui permettent d'entrer au Minpon ou à l'école polytechnique. Donc là, vous voyez qu'il y a une énorme différence entre les prépas qui ont un petit peu de biologie ou de chimie. Dès qu'il y a de la biologie ou de la chimie, le pourcentage de femmes augmente, même s'il reste quand même inférieur à 50, enfin, sauf à l'école polytechnique, mais c'est des tout petits nombres, mais inférieur, par exemple, au pont à 40%.
Et puis, bon, vous voyez que plus on devient physique, physique et maths, et plus c'est abstrait, et plus ça diminue. Et par exemple, vous voyez, les nombres deviennent extrêmement faibles quand on parle de maths info. Voilà. Donc, c'est vraiment des tendances qui s'installent très vite et qui se développent de plus en plus. Voilà, et donc ici vous voyez l'aboutissement. Donc après, on pourra reparler de thèse post-doc, mais au bout du compte, voilà la proportion des femmes enseignantes chercheuses en France dans les différentes disciplines. Et vous voyez le déséquilibre qui s'est installé et qui se maintient avec donc beaucoup plus de femmes et presque la parité en biologie. Et puis donc ça devient de plus en plus faible. Alors il y a une petite exception, c'est l'astrophysique. L'astrophysique est peut-être plus facile, enfin, qui fait plus rêver, où il y a plus de femmes. Donc dans les domaines des sciences dures, c'est dans l'astrophysique qu'il y a le plus de femmes. Et non, mais oui, enfin, de sciences plus abstraites, peut-être. Voilà. Alors là, par contre, oui, c'est les pourcentages de femmes. Donc là, ici, c'est les pourcentages de maîtres de conférences et de professeurs d'université. Donc ce qui est à retenir, c'est que dans les disciplines où il y a le plus de femmes, le pourcentage de femmes diminue énormément quand on passe au stade des professeurs d'université. Voilà, donc Hélène Bouchiat reviendra là-dessus. Les carrières des femmes en sciences, ensuite, une fois même qu'elles sont rentrées dans la recherche scientifique, sont différentes entre les filles et les garçons. Voilà. Donc, ce qu'on voit, donc, c'est que ce décrochage et ces biais de genre en sciences ne font que s'accentuer. Ils se déclarent donc dans les années d'école élémentaire. Ils s'amplifient au cours des années, au cours du lycée et post-bac. Alors, on peut voir déjà une chose, c'est qu'il y a, quand on fait des tests sur les filles et les garçons, pour savoir s'ils ont l'impression d'avoir réussi un contrôle de maths, les filles, on voit toujours qu'elles ont beaucoup moins confiance en elles, qu'elles ont l'impression d'avoir raté, même parmi les meilleures, et parmi les moins bonnes encore plus, les garçons se sentent très sûrs d'eux. Et du coup, c'est un effet général, qui est probablement pas que... Mais du coup, si on réfléchit au modèle de femmes en sciences qu'on propose aux gens, il n'y en a pas beaucoup, et ce sont toujours des modèles qui sont extrêmement impressionnants. Marie Curie étant l'exemple emblématique. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui ont 2 prix Nobel. Et voilà, c'est vraiment... Donc, quand on n'a que des modèles comme ça, c'est extrêmement écrasant. Et quand on n'a pas confiance en soi, comment s'imaginer qu'on va devenir comme elle? Donc, il y a vraiment besoin qu'il y ait plus de contact. Donc, apparemment, ça marche bien de faire intervenir des scientifiques dans les classes et des jeunes scientifiques et des gens qui sont moins impressionnantes. On n'a pas besoin d'être Marie Curie. On ne peut pas tous être Marie Curie, mais on a quand même sa place dans les sciences. Après, il y a un modèle de la carrière scientifique et du scientifique ou de la scientifique qui réussit, qui est un modèle en fait très masculin, très individualiste. Donc il faut être un leader, il faut forcément être extrêmement brillant en tant qu'individu qui travaille seul et qui se dévoue entièrement à la science jour et nuit. Voilà, évidemment, on rentre très tard le soir, on travaille le week-end et ça paraît complètement normal. Donc c'est un modèle aussi d'abord qui convient moins aux garçons aussi en fait en ce moment. Les gens ont de plus en plus envie de s'épanouir aussi dans d'autres domaines de leur vie personnelle, mais encore plus évidemment pour les filles, puisque elles ont envie peut-être d'avoir des enfants et besoin qu'on leur laisse un petit peu de temps pour ça. Donc c'est très important de pouvoir montrer non seulement qu'on n'a pas besoin d'être un super-héros pour faire une carrière scientifique, mais qu'on peut aussi avoir d'autres aspects de sa vie. Et voilà. Et je pense qu'un modèle qui est souvent proposé, dit que pour aider les femmes, on va par exemple leur embaucher un postdoc pendant leur congé de maternité pour qu'elles puissent suivre et continuer à travailler. Et je pense qu'il faut pouvoir aussi dire aux gens que quand ils ont un enfant, ils ont le droit de faire une pause parce que parfois, on est trop fatigué, c'est des moments qui sont compliqués dans la vie et que c'est pas grave. Après tout, ça correspond à quelques mois ou quelques années dans la carrière. Et une carrière de chercheur, c'est sur le long terme. Et voilà, il faut peut-être humaniser un peu plus les modèles de vie d'une scientifique et montrer que c'est pas
c'est des gens normaux, entre guillemets, brillants, mais quand même assez humains. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Hélène. Ah non, pardon, à Patrick. Excusez-moi. Non, j'ai pas de support. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet accueil. Oui, je vais reprendre quelques points qui ont déjà été évoqués parce que, en effet, il y a un point qui est très important, qui est ce qui concerne les modèles et aussi les notions d'attractivité. Donc, Hélène reprendra essentiellement ce qui se passe au niveau des carrières. Avant, je voudrais juste redire quelques points un peu généraux parce qu'en fait, il y a une des questions, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux sciences, en fait. Bon. Et ça, c'est une question qui est très générale. On a le droit de s'intéresser aux sciences, on a le droit de s'intéresser à autre chose. Et c'est beaucoup lié au fait qu'on soit ou pas exposé, en fait, à ce que permet de faire la science ou à ce qu'offrent d'autres perspectives. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai pour tout futur citoyen qui se destine à avoir des carrières scientifiques ou au contraire qui se destine à avoir autre chose, mais dont on espère qu'il a quelque part dans sa culture générale une part qui est réservée à la science. Donc on peut distinguer en fait, moi je dirais deux volets à cet aspect-là. Il y a une question qui est de l'ordre du goût ou de l'attraction par rapport à certains domaines, et puis il y a une autre question qui est après de l'attractivité au sens qu'est-ce qu'il en est si on veut en faire sa vie, en fait, si on veut vraiment s'y attacher plus en profondeur. Alors, pour le premier aspect, qui est finalement un attrait qu'on peut avoir pour les sciences, je crois qu'on a tous fait l'expérience, c'est vrai d'ailleurs dans d'autres domaines, qu'on est souvent tributaire d'un professeur, d'avoir fait l'expérience d'une lecture particulière, d'avoir vu un film, une série, des émissions scientifiques à la télé ou autre, qui donne envie d'aller plus loin. Et donc ça, c'est certainement quelque chose de très important. Puis après, il y a le côté au-delà. Si on décide d'y aller, qu'est-ce qui se passe et quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer. Donc de ce qui est du côté du goût, moi je dirais que c'est au départ quelque chose qui pourrait être a priori symétrique pour les filles et les garçons, et on pourrait se poser les mêmes questions. Pourquoi est-ce que finalement les garçons sont moins intéressés par des carrières littéraires ou par d'autres? On peut se poser ces questions-là. Mais il y a quand même une dissymétrie qui arrive très vite en ce qui concerne les sciences et qui est relative aux filles par leur exposition. Laure l'a déjà évoqué, ça commence dès le plus jeune âge. Parce qu'en fait, les premières confrontations qu'il y a à des enseignements potentiels de sciences passent par les professeurs des écoles, qui très souvent, effectivement, sont en majorité des femmes et qui en majorité sont des femmes qui ont eu des formations dans lesquelles la science n'était pas prioritaire. Et donc, de manière tout à fait légitime et naturelle, quelque part, elles sont en droit, indépendamment du goût qu'elles peuvent avoir pour ces disciplines, de ne pas se sentir légitimes, finalement, à endosser une incitation et un enseignement. Moi, pendant un temps, je m'occupais des jurys des concours des prix de la main à la pâte. La main à la pâte, qui est une initiative qui est au départ de l'Académie des sciences, qui essaie de renforcer les sciences et en particulier la méthode scientifique dès le plus jeune âge. Et on voit effectivement l'importance qu'il peut y avoir dans des projets pluridisciplinaires au niveau du collège ou même avant, au niveau du primaire, où il y a des différents professeurs qui s'intéressent à des questions avec différents éclairages. Là, ça rejoint un point qui a été souligné tout à l'heure par Juliette Rochet, qui est le besoin d'avoir quelque part des composantes SHS dans ces approches. Eh bien, ce point-là fait qu'il y a certaines classes, effectivement, où il y avait des professeurs qui menaient des projets formidables avec une composante scientifique adossée à des composantes historiques, à des composantes linguistiques ou autres. Puis il y en a d'autres qui ne le faisaient pas, non pas parce qu'ils n'avaient pas envie, mais parce qu'ils se sentaient en position de faiblesse par rapport à faire ça. Ils ne se sentaient pas légitimes à le faire. Et donc, certainement, c'est important qu'il y ait cet accroissement, on va dire, au niveau de la formation pour que la science entre dans la culture générale qui commence dès le plus jeune âge pour les enfants. Il y a un deuxième point, c'est que l'enseignement, il passe aussi par des manuels.
Et les manuels qui servent de support ont une importance très grande par, effectivement, ce qui est contenu dans les manuels. Et dans les manuels, très souvent, la représentation des femmes scientifiques, elle est... elle peut être caricaturale, elle peut être insuffisante ou elle peut être précisément restreinte, comme Jacqueline vient de l'évoquer, à des figures tellement emblématiques qu'elles en deviennent un petit peu irréalistes. Et ça, c'est à la fois important de montrer que on peut avoir des femmes de science exceptionnelles, entre guillemets, à la Marie Curie, mais évidemment, c'est l'exception. Et il ne faut pas que l'exception, elle devienne tellement impressionnante qu'elle détourne en disant, mais de toute façon, bon, c'est une exception, donc ça ne me concernera pas, parce que moi, je ne suis pas destiné à... Enfin, je ne pense pas que je puisse devenir cette exception-là, et de toute façon, il y en a tellement peu que ça ne me concerne pas vraiment. Donc ça pose en fait une vraie question qui est au niveau de l'ordre des modèles, parce que les modèles qu'on peut offrir à l'ensemble des élèves en particulier, et en particulier des jeunes filles, quel est-il? Alors, il y a tout un travail qui se fait, qui est en cours quand même, pour ce qu'on dit désinvisibiliser un certain nombre de femmes scientifiques qui ont joué des rôles importants et qui l'ont fait sans forcément être, encore une fois, emblématiquement Marie Curie. Il y a beaucoup d'autres femmes qui ont joué des rôles importants dans l'histoire des sciences, y compris dans un passé récent, et c'est des sujets dont s'emparent aussi des médias comme le cinéma ou autres. On a vu avec les femmes de l'ombre, on voit avec toutes ces informaticiennes qui ont entouré Turing pour Bletchley Park. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes parce que c'est une façon de montrer qu'effectivement, il y a un rôle qui est très important par des femmes scientifiques qui, quelque part, participent de l'ensemble d'un effort collectif. Ça a été souligné que la science est souvent une aventure collective, et c'est une aventure collective dans laquelle bon, il n'y a pas de nécessité. De temps en temps, il y a un nom qui émerge pour des raisons X ou Y, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui contribuent au succès global, et dans ce beaucoup de gens, il y a quand même une part importante qui peut être jouée par les femmes, et il faut qu'elles en aient conscience et qu'elles puissent effectivement ne pas se censurer à s'engager dans ces voies. Ensuite, il y a une question de à quel public on s'adresse, et il y a toute une sensibilisation qui est à faire auprès des jeunes élèves, en particulier au niveau des collèges. Nous, à l'Académie, en ce moment, on a un travail qui est en cours, là, qui va être publié très vite avec les éditions NAN, là, qui ont des collections citoyennes pour sensibiliser au niveau des collèges à un certain nombre de problèmes d'intérêt collectif. Et donc, il y aura un petit ouvrage qui va s'appeler « Les femmes » entre parenthèses, et les filles, fermez la parenthèse, dans les sciences. Et c'est quelque chose qui a pour objectif d'être distribué dans tous les collèges, effectivement, pour donner un éclairage sur la position et les possibilités, autant dans les blocages que dans les opportunités et dans les espoirs de carrière pour les femmes scientifiques. Et puis, si on avance et qu'on réfléchit toujours à ces questions de modèle et qu'on est plutôt, on va dire, au niveau du lycée ou quelque chose comme ça, il y a un échelon qui était un échelon qui manquait un peu jusqu'à un passé pas si ancien que ça, mais de représentation de modèles féminins de femmes scientifiques qui était l'intermédiaire entre ce qu'on apprend au lycée et puis après ces femmes formidables mais exceptionnelles qui ont déjà des femmes avec une carrière très aboutie. Et cet échelon, c'est le niveau des doctorantes et des post-doctorantes. Et les doctorantes et post-doctorantes sont vraiment des jeunes femmes qui sont dans la science, qui sont en train d'y entrer et qui commencent à y faire carrière, qui ont déjà des résultats, mais qui en même temps sont évidemment en perspective de la suite de leur carrière et qui méritent d'être montées. Alors ça, c'est une action qu'on a à l'Académie des sciences avec un partenariat avec la Fondation L'Oréal UNESCO, où il y a ce qu'on appelle les jeunes talents. Et chaque année, il y a 35 jeunes femmes, 20 doctorantes et 15 post-doctorantes qui sont reconnues tant par le travail qu'elles ont fait que par le projet qu'elles développent pour le faire ensuite. Et elles sont destinées à devenir des ambassadrices de la science
auprès des lycées en général, et en particulier des jeunes filles. Et nous, on trouve qu'elles remplissent ce créneau qui est intéressant parce que générationnellement, elles sont de l'ordre, on va dire, plus des grandes sœurs que des professeurs. Et donc, c'est des jeunes femmes avec lesquelles l'interaction au niveau des lycées est beaucoup plus facile et en même temps donne un exemple de modèle qui est un modèle dont on sent a priori davantage qu'il est possible de le suivre. Alors ça amène à une question qui est une question... les jeunes talents lauréats à l'UNESCO sont des reconnaissances qui sont destinées uniquement aux femmes. Donc ça pose la question aussi du fait d'avoir des reconnaissances qui sont des reconnaissances de prix, qui soient des prix uniquement pour les femmes. Donc ce qui se passe par exemple avec le ministère de l'Éducation nationale, avec les prix Reine Joliot-Curie, qui sont des prix pour les femmes. Donc ça c'est un sujet un peu de discussion. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Bon, on pense quand même qu'il y a un rôle de déclencheur qui est utile parce que c'est une forme de quota, mais c'est en même temps quelque chose qui permet de visibiliser des femmes scientifiques qui, par ailleurs, en particulier pour celles qui ne sont pas primées, parce qu'on voit passer énormément de dossiers, sont des personnes qui peuvent rentrer dans d'autres cadres de reconnaissance qui, là, ne sont absolument pas genrés. Donc ça, c'est quelque chose qui est un point qui est assez important. Et puis, pour terminer, si on veut parler un peu cette fois-ci, non plus de l'appétence pour les sciences et de la reconnaissance avec ces modèles, mais de l'attractivité des métiers et qu'est-ce qui peut conforter les jeunes femmes à se diriger vers des métiers scientifiques, je ne vais pas répéter ce que Jacqueline a très bien dit, c'est-à-dire ça oblige à reconsidérer ce modèle qui serait un modèle on va dire, professionnellement exclusif d'un scientifique qui serait H24 à faire son activité hors autres considérations, d'autres intérêts, y compris d'intérêts de vie privée et de familiale. Mais ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que dans nos laboratoires, souvent, ce sont des considérations liées à une notion de sens du métier qui est aussi partagée par les jeunes hommes. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Puis enfin, je voudrais juste terminer par un point qui est un point un peu difficile, c'est que dans le rapport, on évoque effectivement la question du sondage Ipsos qui avait été commandé par la Fondation L'Oréal relativement au VSS et aux violences sexuelles et sexistes. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. C'est une activité humaine, la science, dans sa vie de ses laboratoires, qui est comme une autre, et elle est au même ordre de problème. Elle n'est ni plus ni moins. Alors, je pense qu'il faut le reconnaître, et en même temps, il faut le reconnaître, si possible, d'une façon qui soit une façon positive au sens non repoussoir, dans la mesure où il ne faudrait pas que ça donne aux jeunes filles l'impression de ne pas aller vers les métiers scientifiques parce que ça serait un métier qui connaîtrait un niveau de VSS supérieur à un autre, ce qui, je pense, n'est pas le cas. Mais donc, c'est quelque chose qui est délicat et c'est plutôt un encouragement à investir ces domaines, encore une fois, pour changer le modèle qui serait le modèle qui conduit à ces difficultés. Voilà, j'ai été un peu long, j'arrête et je passe la parole à Hélène qui va nous parler plus des carrières, je crois. Oui, enfin, je voulais aussi justement parler... Pardon, il est... Alors c'est celui-là peut-être ? Ah ouais, d'accord, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie encore de nous avoir... d'avoir choisi de nous écouter aujourd'hui. Alors, bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais peut-être me répéter un petit peu. Alors, moi, je voulais quand même me focaliser. Alors, on a vu effectivement beaucoup de... Bon, donc, il y a un constat, faible présence des femmes dans les parcours scientifiques. Donc, on a vu que ça commençait... donc, le constat repose au départ sur des chiffres post-bac, mais on a vu que ça pouvait commencer bien avant. Enfin, il y avait des choix un peu irréversibles qui étaient pris... en première, mais que ça correspondait aussi à, bien avant ça, à une appétence ou une non-appétence des jeunes filles pour les sciences. On a vu l'importance des stéréotypes, justement, qui s'installent donc très très tôt. On a discuté du modèle des grandes écoles, qui est peut-être inadapté, qui peut-être peut repousser les filles. On pourrait imaginer, c'est quelque chose qu'on discute souvent, et ce modèle très élitiste et où on met beaucoup de pression pendant 2 ans, et peut-être pas
le modèle, donc c'est un modèle qui permet effectivement de faire une sélection, mais c'est peut-être pas le modèle le plus adapté à former en tout cas des bons scientifiques. Donc, alors maintenant, moi, je voudrais revenir justement sur les métiers. Donc, alors, je vais plutôt me focaliser vraiment sur les métiers de scientifiques, hein, puisque c'est les personnes donc qui vont elles-mêmes donc enseigner et construire les nouveaux scientifiques. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière là sur voilà, effectivement, c'est ce qu'on a vu là. C'est les statistiques qui nous montrent, c'est vrai de façon générale, hein, que ce déficit de femmes dans ce qu'on appelle les sciences dures. Et alors, c'est un modèle qui est effectivement, peut-être, je souligne que on s'est focalisé sur les enseignants et les enseignantes chercheuses pour la bonne raison que finalement, c'est la majorité de la recherche scientifique en France est faite par ces enseignants et ces enseignantes et chercheuses, donc en fait qui consacrent plus de la moitié de leur temps, enfin en principe c'est moitié-moitié à faire de l'enseignement et l'autre moitié à faire de la recherche. Au départ, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est deux métiers différents qui se complètent, qui peuvent s'enrichir l'un l'autre, mais moi j'ai le privilège, et autour de, donc c'est le cas aussi d'un certain nombre de nous, d'être au CNRS, où là on est chercheur à plein temps. Mais on est une minorité par rapport à donc la recherche, par rapport donc à la recherche en France. En gros, si je ne m'abuse, le CNRS c'est à peu près 10%, hein, pas plus. Donc là, vous avez et c'est pour ça que ces métiers sont très très importants et ils sont extrêmement difficiles. Et c'est pour ça que je voudrais me focaliser un peu là-dessus dans les minutes qui suivent. Alors on voit effectivement ce grand décalage, hein, entre les sciences dures et les sciences biologiques. Mais alors on voit aussi, effectivement, donc on a pris les deux, disons on peut dire ça, hein, les deux classes d'enseignants-chercheurs, ce qu'on appelle les maîtres de conférences, donc recrutement, le premier stade du recrutement, et puis le passage professeur, plus prestigieux, et on voit déjà qu'il y a un grand décalage, hein, les femmes sont moins nombreuses, mais on peut voir aussi que dans certaines matières, et ce qui est important, c'est que, parce que le vivier finalement, c'est les maîtres de conférences, et on voit que pour certaines matières, eh bien, le nombre de maîtres de conférences a même tendance à, donc on va vers le gris, hein, le gris c'est ce qui se passe en ce moment, on voit effectivement dans certains groupes, eh bien, ce nombre a tendance même à diminuer avec le temps. Et au niveau des maîtres de conférences, en particulier le groupe qui me concerne bien parce que je suis physicienne, on voit effectivement un petit décrochage. Et c'est quelque chose qui est effectivement un peu choquant. Moi, j'ai eu la chance d'arriver dans un laboratoire où il y avait énormément de femmes. Et je pense que ça m'a aidée, même si je n'ai pas fait forcément attention au début. Je trouvais ça normal. Et puis, je vois au cours du temps eh bien, que ce nombre a tendance à décroître. Et en particulier, les recrutements des jeunes sont problématiques. Alors, c'est vrai. Alors, donc là, je voudrais insister sur deux aspects. Donc, on a vu. Donc, il y a aussi un problème, visiblement, sur la formation, on l'a vu, mais aussi sur les carrières, et en particulier sur le recrutement. Alors, dans le recrutement, effectivement, on peut avoir des biais, c'est-à-dire on peut avoir tendance à recruter plus facilement un homme qu'une femme. Bon, ça, c'est des choses qui sont beaucoup discutées en qu'est-ce que c'est qu'un bon chercheur, qu'est-ce que c'est qu'un bon scientifique. Et là, effectivement, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour éviter de propager ces biais au niveau du recrutement, c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à trouver un homme plus brillant qu'une femme parce qu'il sera peut-être plus sûr de lui et il présentera sa carrière différemment. Et puis, donc, on a effectivement le stéréotype, comme on a vu, de qu'est-ce que c'est qu'un chercheur brillant. Donc, glorification de ses qualités de leader plus que de sa créativité, parfois. Et
Bon, alors et puis, qu'est-ce que c'est qu'un bon travail de chercheur? Est-ce que c'est vraiment de savoir mener une équipe, d'être un bon manager? Ou est-ce que c'est au contraire de construire une équipe en regroupant des personnes avec des expertises complémentaires et sans qu'il y ait forcément un leader qui se détache? Donc il y a différents modèles. Et puis, il y a le recrutement. Alors, le recrutement bien, se fait de façon de plus en plus tardive ces derniers temps. Alors, ça concerne ce que je dis plutôt justement les matières fragiles, hein, comme on a vu, ces sciences dures, où le recrutement se faisait relativement jeune pour des raisons je dirais que c'est un peu traditionnel. Assez vite, on jugeait la personne, on disait, bah oui, là, on a un bon chercheur, une bonne scientifique, et on recrutait les gens relativement jeunes. À mon époque, c'était juste après la thèse, alors c'était peut-être trop jeune, on peut discuter. Alors après, on a dit, oui, il vaut quand même mieux pour bien juger la personne, qu'elle ait aussi une expérience à l'étranger, qu'elle ait fait ce qu'on appelle un séjour postdoctoral. Et puis, ça a dérivé. Après, on disait, oui, mais 3 ans, c'est peut-être pas assez, allez, 6 ans. Et on est arrivé à une situation où finalement, on recrutait les gens de plus en plus tard. Et dans certaines disciplines, eh bien, en particulier, moi je parle de la physique, eh bien, on a vu que ça correspondait à un décrochage. C'est-à-dire les personnes, quand on a 30 ans, eh bien, continuer à travailler avec de la précarité, ça devient de plus en plus difficile. On a envie d'avoir une famille, on ne peut pas déménager facilement tous les 6 mois. Et ou même donc ça devient d'accumuler comme ça ces contrats à durée déterminée, ça devient difficile, surtout qu'il y a éventuellement d'autres professions possibles où on a aller dans l'industrie ou faire un travail, différents types de travail. On utilise quand même ses capacités scientifiques, mais sans avoir cette pression, eh bien les femmes disparaissent. Donc déjà il y en avait éventuellement peu au départ, c'est-à-dire au niveau doctorat, et puis ça continue, donc elle continue à disparaître, et d'autant plus là ces dernières années. Alors la raison en est tout simplement, c'est que corrélativement à ça, on a vu aussi une diminution du nombre de postes proposés pour les jeunes, et quand eh bien ce nombre de postes diminue, eh bien il se trouve qu'il semblerait que ce soit les femmes les premières. Le système devient de plus en plus élitiste et c'est les femmes qui en pâtissent en premier. C'est-à-dire que c'est normal. Du coup, on a des dossiers de plus en plus brillants, des gens, et le dossier sera d'autant plus brillant qu'on a eu une période une grande expérience à l'étranger, qu'on a attendu suffisamment. On a des dossiers de plus en plus forts et c'est un peu normal dans un jury de recrutement de favoriser ces personnes-là. Donc il y a, dans certains cas, des mesures qui sont prises, mais c'est difficile parce qu'on risque de sacrifier des générations. Donc ça, c'est un problème auquel donc, les communautés scientifiques sont confrontées. Et donc il y a effectivement ce problème de recrutement de plus en plus tardif et qu'il faudrait corriger. Et une manière de le corriger, ce serait tout simplement d'avoir plus de postes et des postes à un niveau sur lesquels les jeunes pourraient candidater. Justement, on parlait des maîtres de conférences, c'est un exemple. Et par ailleurs, alors après, donc maintenant, ensuite, quand on a résolu ce problème de recrutement, qui est un problème très difficile, eh bien, donc je vais peut-être revenir après sur ce modèle de réussite dont on a déjà beaucoup parlé. Ce recrutement tardif, donc peu compatible avec une vie de famille. Et puis, il y a effectivement, on parle de règles contre-productives qui ont été mises en place pour que les femmes soient plus visibles, qui consistent à dire, oui, chaque fois qu'il y a un jury de recrutement, justement, ou un jury de thèse, on dit, il faut qu'il y ait des femmes, il faut qu'elles soient visibles. Donc ça, c'est une bonne idée a priori, mais du coup, c'est du travail en plus par rapport au travail de recherche, par rapport au travail d'enseignement souvent. Et du coup, c'est quelque chose auquel on assiste, c'est que les jeunes femmes qui ont la chance finalement d'être recrutées,
eh bien, très vite, elles n'en peuvent plus, parce qu'elles sont submergées par donc, un enseignement qu'elles doivent monter, donc un laboratoire de recherche qu'elles doivent aussi démarrer, et éventuellement une vie de famille en plus. Et c'est vrai qu'il y a eu un constat qui a été fait, qu'il y a beaucoup de femmes qui, finalement, après avoir eu cette chance inouïe d'avoir un poste, se disent non, c'est plus possible. Et il y en a certaines qui arrêtent ou qui tombent malades. Et c'est vrai que c'est... Alors, pas seulement des femmes d'ailleurs, mais ce problème du maître de conférence submergé, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas forcément, sachant que, par ailleurs, on a un nombre d'étudiants de plus en plus important, donc un besoin de plus en plus important dans ce métier, et qu'à côté de ça, si vous avez le chiffre, en fonction du temps, c'est des statistiques d'ailleurs données par le ministère, ce nombre d'enseignants-chercheurs a tendance à diminuer, et en parallèle, alors pour combler au déficit, on nomme des vacataires. Mais, donc là, c'est une situation qui est très problématique, et que je pense dans laquelle en France on n'a pas, qui est dénoncée, mais dont à mon avis on ne parle pas suffisamment. Et alors maintenant, je voudrais revenir effectivement donc parce qu'il faut bien conclure à un moment, donc à faire une conclusion sur ce manque d'attractivité, c'est-à-dire donc on voit apparaître qu'il y a un problème de compatibilité entre une vie professionnelle et une vie de famille. Donc c'est pour ça qu'il faut éventuellement reculer les dates limites pour les... qu'est-ce qu'on avait avec les problèmes des conditions d'âge, effectivement, pour favoriser en fait les retards de carrière éventuellement dont les femmes ont été victimes. Éviter. Alors c'est vrai qu'il y a eu une proposition ces temps-ci de faire des chaires juniors, qui seraient des postes plus prestigieux que les postes de fonctionnaires qu'on proposait aux jeunes. Parce que donc effectivement il y avait éventuellement la possibilité d'avoir un peu plus d'argent au départ, d'avoir une carrière plus rapide, mais qui sont finalement qui sont pas si compétitifs que ça au niveau international, et qui s'accompagnent finalement d'alimenter le déficit des postes plus classiques pour les jeunes, donc qui nous semble pas très disons contre-productif. Il y a le problème de soutenir les jeunes parents. Alors ça concerne éventuellement les femmes, mais aussi les hommes, en offrant finalement des aides au début du retour dans la vie professionnelle, après éventuellement un congé de maternité. Alors effectivement, ça peut se faire à différents niveaux. Il y a des universités qui proposent des décharges d'enseignement. Et ça peut aider beaucoup, pendant un certain temps en tout cas. Et puis de façon générale, il y a valoriser le travail collectif. Parce que comme on l'a souligné, une découverte en sciences, c'est souvent présenté avec un raccourci en disant c'est la découverte de monsieur ou de madame machin, plus monsieur souvent d'ailleurs, mais c'est en fait c'est un travail d'équipe où chacun a contribué avec des compétences complémentaires, et ça c'est vraiment pas assez valorisé. Et ça, il y a vraiment beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la beauté du métier, c'est que c'est un métier d'équipe, un métier où on avance, des fois on recule, et c'est vraiment c'est ça qui fait la beauté, ça contribue à la beauté du métier, et c'est dommage parce que c'est pas assez valorisé. Bon, alors maintenant, je vais peut-être conclure peut-être aussi sur un aspect dont on parle, qui est le plafond de verre, ce qu'on appelle le plafond de verre, qui est donc on a vu on a vu ce problème de recrutement, et puis on a vu aussi le problème des évolutions de carrière, et c'est quelque chose, alors disons, auquel sont confrontées les femmes, d'autant plus d'ailleurs
quelles sont nos disciplines qui sont les moins défavorisées. C'est pour ça que là, en discutant, on s'est rendu compte que moi, je vous ai donné peut-être une vision un peu plus de physicienne et qui s'appliquerait sans doute aux mathématiciennes. Les biologistes, elles sont beaucoup plus nombreuses. Mais pourquoi elles sont nombreuses? C'est qu'au départ, finalement, au niveau des études, souvent, il y a une majorité de filles dans les études biologiques. Elles souffrent beaucoup moins du déficit qu'on a mentionné pour les mathématiques et la physique. Mais en fait, donc déjà, on a une perte, c'est qu'elles deviennent de moins en moins nombreuses. Et là, c'est flagrant, c'est-à-dire quand on commence à aller vers les niveaux de carrière un peu plus élevés, elles disparaissent. Elles sont de moins en moins nombreuses. Et ça, c'est quelque chose dont souffrent beaucoup nos collègues biologistes. Et ça correspond finalement à aussi, dans certains cas, des mauvaises ambiances de travail. Et voilà, donc je voudrais aussi parler de ça. Et donc, en conclusion, donc on a vu ce problème des femmes dans le monde scientifique. Mais peut-être au-delà de ça, on pourrait parler des problèmes que c'est parce que c'est le plus visible. Les femmes, c'est quand même plus de 50% de la population. Eh bien, on voit aussi des classes sociales qui sont beaucoup moins représentées. On a un problème des cultures aussi qui sont moins représentées. Donc, un problème d'inclusion qui est très général dans les métiers scientifiques. Et c'est très dommage parce que c'est à partir de cette diversité qu'on devient plus créatif, qu'on pourrait imaginer d'être plus créatif et de faire des découvertes plus importantes. Bon, voilà, je pense que j'ai peut-être été trop longue. Voilà, donc je voudrais vous remercier en tout cas de bien nous avoir écoutés. Non, mais merci beaucoup pour cette présentation, ce rapport. Alors effectivement, vous aviez parlé de Paris-Dauphine. Nous avions fait déjà l'année dernière une table ronde sur l'intelligence artificielle et les biais de genre, et nous avions fait venir justement un universitaire de Paris-Dauphine qui était venu déjà nous expliquer le décrochage en CP. Je pense que c'est un vrai sujet, surtout quand on voit que quel que soit le lieu, quel que soit le milieu, ce décrochage se fait. Je note quand même un tout petit détail. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à mes collègues, parce que nous avons récemment fait un rapport sur les familles monoparentales. Le décrochage est un peu moins fort sur les familles monoparentales. Donc finalement, quand il n'y a qu'un modèle féminin à la maison, peut-être qu'on s'imagine un peu plus, je n'en sais rien. Mais fallait trouver une raison positive par rapport à notre rapport qui montrait que les femmes étaient plutôt des grandes victimes de ces familles monoparentales. Je vais laisser la parole à mes collègues rapporteurs. Marie-Pierre Monnier a d'ores et déjà demandé la parole, et ensuite Laure Darcos. Merci Madame la Présidente. Merci pour votre présentation de ce rapport qui est éclairant. Je ne vous cache pas que j'avais vu les écarts qu'il y avait entre filles et garçons. C'était sorti dans la presse, et moi j'étais professeure de mathématiques, enseignante second degré, collège, lycée, et ça fait mal au cœur de voir qu'on en est là. Je retrouve malheureusement des sujets qui sont propres à notre situation de femme, plafond de verre, invisibilité, biais dus aux stéréotypes de genre. Dans tous les sujets qu'on peut étudier au sein de la délégation, ce sont des choses qui reviennent tout le temps. Mais on va se reconcentrer. Je me posais la question, je crois que c'est vous, Madame Bloch, qui l'avez évoqué. J'ai enseigné les maths en terminale A2. Et je pense que, en effet, les études qui sont là, elles sont récentes par rapport aux dernières réformes dans l'éducation nationale. Je suis convaincue, je l'ai dit quand j'ai parlé tout à l'heure avec Madame Brochet, je vois pas bien, excusez-moi, que ça commence tôt et qu'il faut s'en occuper tôt. Parce que quand on arrive déjà en terminale, c'est tard. Donc je pense en effet que le travail il est important au niveau des classes primaires. Et vous avez beaucoup insisté dans votre rapport de renforcer la formation scientifique initiale des profs. Je pense que c'est essentiel. Seulement, pour cela, si on enlève les mathématiques en première, en terminale, parce qu'au fond, un professeur des écoles va de toute façon jusqu'en terminale et après continuer, ça ne le fera pas. Et il faut le faire de façon obligatoire et pas optionnelle, parce que sinon, cette discipline ne sera pas prise. Il y a une réforme, on a auditionné Madame Borne qui est mardi, et on le sait, il y a une réforme qui est en cours sur la formation des profs.
Donc je crois qu'il faut vraiment renforcer cette formation initiale en mathématiques et en formation scientifique. Est-ce que vous avez un peu mis votre nez là-dedans sur les pistes qu'il pourrait y avoir pour justement arriver à ce que ça soit plus présent dans déjà la formation des profs? Parce que c'est sûr qu'un prof de sciences, ça a un impact sur les élèves. Quand on est prof, on s'en rend compte. Ah ben, vous savez, madame, cette année, j'aime les mathématiques. Ben oui, mais donc continue dedans. Mais la base, c'est quand même les bases qui sont construites en premier degré. Et il faut qu'elles soient solides et qu'il n'y ait pas déjà un repoussoir vis-à-vis de ça. Vous avez beaucoup de recommandations qui mettent l'accent sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans le champ de la recherche publique. Dans votre rapport, est-ce que vous avez également réfléchi à la façon dont le champ du privé pouvait être mis à contribution à travers, par exemple, des outils comme les critères d'attribution du crédit impôt recherche ou les modalités d'attribution des conventions industrielles de formation par la recherche qui permettent aux entreprises de bénéficier d'une aide financière pour recruter un jeune doctorant? Vous avez cité aussi comme bonne pratique la politique de quotas mise en œuvre par le CNRS dans votre rapport pour le cadre des promotions de directeurs et directrices de recherche. Et vous, tout à l'heure, monsieur, vous avez parlé quotas, mais non pas quotas. Et ça, c'est toujours un sujet qui fait débat, mais il n'y a pas besoin de quotas. Ben, la parité, en politique, en tout cas, si elle n'y était pas, on n'y serait pas. Donc, c'est toujours la question. Et j'ai bien senti que c'était peut-être une discussion entre vous, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le généraliser? Et puis, je ne peux pas conclure sans parler de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Vous avez raison, je crois que c'est vous qui en avez parlé aussi. Ça touche tous les pans de la société. Ça ne doit pas être repoussoir, c'est un état de fait, c'est comment lutter contre ça. Et vous préconisez la mise en place de référents formés sur ces questions dans chaque laboratoire externe aux structures dont ils accompagnent les agents. Est-ce que vous avez une idée des viviers où on pourrait recruter ces référents? Merci. Oui, n'importe où. Sinon, Laure Darcos pose ses questions, mais ça dépend si tu en as beaucoup. On peut commencer. Répondez déjà à Marie-Pierre Monnier, ensuite on passera à Laure Darcos. Alors peut-être je peux parler de la première question autour des maths au lycée et la formation des profs. Donc effectivement, on a en ce moment un groupe de travail sur l'école et la scolarité obligatoire. Et donc dans les 3 thèmes qui sont abordés. Donc l'idée, c'est de faire des propositions de réforme, pas pédagogiques, mais structurelles du système d'éducation. Et donc il y a 3 thèmes principaux dans cette consultation qu'on fait en lien avec tout un tas d'institutions et peut-être, on espère, un jour aussi en lien avec les politiques. Oui, mais là, vous parlez de l'école et des élèves. Je crois que tu parlais de la formation des professeurs. Oui, mais ça fait partie. Ça fait partie en fait, parce qu'il n'y a pas d'école sans prof. Et donc voilà. Donc sur l'école, il y a 3 thèmes. Il y a un thème justement autour de la gouvernance des établissements et leur fonctionnement partenarial. Un thème autour justement du métier de prof. Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que c'est juste la présence face aux élèves? Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on les forme sur les compétences psychosociales? Et donc il y a les questions de recrutement et de formation et d'accompagnement tout au long de la carrière des professeurs. Et voilà, et après il y a un sujet sur l'inclusion. Mais en tout cas, cette question de la formation est au cœur du travail de ce groupe. Et après, peut-être, je peux dire juste un mot sur les quotas. Les quotas, en fait, dans les peut-être fausses bonnes idées, en fait, on en est les premières victimes, en fait, comme femme. Moi, je suis mathématicienne, une communauté où je pense qu'on est un peu moins de 10% comme prof ou directeur de recherche. Et donc, depuis un certain nombre d'années, pour aider quelque part la représentation des femmes. Aujourd'hui, dans tous les comités de recrutement, les comités éditoriaux, les comités pour faire des conférences, on oblige à ce qu'il y ait des femmes. Mais concrètement, ça veut dire qu'on travaille 10 fois plus que nos collègues hommes. En tout cas, 10 fois plus pour la communauté, et donc le temps qui nous reste pour faire de la recherche, et donc après pour produire des résultats, faire de la science, être des scientifiques, il est d'autant plus petit. Donc voilà, je pense que j'avais déjà dit ça quand j'ai reçu le prix Irène Joliot-Curie il y a quelques années, en 2012, et j'avais déjà expliqué à Laurent Wauquiez que ça me semblait être une très mauvaise idée, mais en tout cas c'est une mauvaise idée qui continue et qui fait,
c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'après, soit on va chercher des femmes qui sont, enfin, de temps en temps, des choses qui sont aberrantes. Hein. Je crois que j'ai déjà vu un comité de sélection, on allait chercher des femmes absolument pas compétentes sur le sujet sur lequel on en est recruté, parce qu'il fallait mettre une femme. Et donc, ça renforce aussi le syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est plus de travail, et puis on se retrouve dans des positions où finalement, ben, on est là, et on sait qu'on est là juste pour le quota. Donc, je pense que c'est vraiment à manier avec beaucoup de... enfin, voilà, faire attention. En fait, c'est pratique quand on a le vivier. Voilà. On peut le faire quand on a le vivier, de telle sorte qu'on n'est pas, comme dans certains métiers, 70% de femmes, mais que 20% qui dirigent. Par contre, il faut avoir le vivier, et c'est vrai qu'en sciences, c'est pour ça qu'on s'intéresse autant au problème du cours préparatoire CE1, c'est parce que tant qu'on n'a pas le vivier, c'est vrai que ça vous pourrit la vie. Et de vouloir avoir des femmes au-delà du vivier, ça, c'est vraiment contre-productif. Si je peux juste rajouter un point sur cette question des quotas. Enfin, nous, par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure le fait qu'à la dernière campagne d'élection de l'Académie des sciences, on a eu 10 femmes élues sur 18. C'était une politique qui est une politique entre guillemets de quotas en amont, mais pas en aval. C'est-à-dire que l'effort qui est fait pendant un an, etc., pour faire remonter des noms de possibles membres de l'Académie est un effort qui est fait au niveau de toutes les sections, etc. Mais on fait un travail pour inciter à prendre conscience de faire remonter les noms, et on impose que, pour vous dire notre petite cuisine interne, sur 4 noms proposés pour un poste, il y ait au moins une femme. En tout cas, s'il y a 0 femme, c'est pas admissible. Normalement, à la proposition, on a la parité. Après, l'élection fait ce qu'elle fait. Mais si on ne fait pas cette étape-là, la probabilité que 0 nom remonte, c'est exactement comme pour les grands prix, comme pour les conférences internationales, etc. Souvent, il y a une part qui n'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est juste qu'on n'y pense pas parce qu'on a tendance à reproduire ce qu'on a vu ailleurs, qui était déjà dans une mouvance, qui était une mouvance un peu discriminante. Voilà. Mais c'est assez différent de la parité des jurys qui consiste effectivement à faire une surcharge. Parce que s'il y a un tiers de femmes dans le vivier et qu'on demande qu'il y ait 50%, c'est évident qu'il y en a qui feront plus de boulot que d'autres. Tout à fait. Laure Darcos. Merci. Alors, merci infiniment, mesdames et messieurs les académiciens. Je disais vraiment que c'était formidable de pouvoir commencer ce rapport en posant, en fait, voilà, ce constat. Malheureusement, pas très optimiste, mais on va avec vous essayer de trouver en tout cas quelques leviers. Mais c'est important de poser ce constat pour commencer nos travaux. C'est plutôt quelques réflections. On parlait du professeur des écoles, et je le disais à quelques-unes d'entre vous tout à l'heure. Ce qui est en plus un cercle vicieux, c'est que les futurs professeurs des écoles n'auront peut-être plus les maths dans le tronc commun en première et terminale, et donc elles auront encore moins d'appétence à enseigner les mathématiques et les sciences quand elles deviendront professeurs des écoles. Donc on sent en plus un danger, et c'est pour ça qu'il faudra quand on auditionnera des gens de la DGESCO et du ministère de l'Éducation nationale, il faudra prendre ça en compte pour en effet les modules de formation de nos futurs professeurs. Dire aussi, vous avez parlé de la main à la pâte, on est allé les voir il y a un mois à peu près. Je pense qu'on n'a jamais fait mieux, en fait, depuis que voilà, toute cette équipe avec Charpak ont monté ce système. Et de la même façon, je déplore que les fêtes de la science, qui au départ étaient une très bonne idée, sont devenues un entre-soi. Moi, je le vois bien sur le plateau de Saclay. En fait, il faudrait obliger chacun des établissements scolaires à vraiment le faire et à organiser quelque chose au sein des établissements, plutôt que de voir exposer 2-3 choses dans les établissements publics scientifiques traditionnels, parce qu'au fond, voilà, on a loupé le coche aussi un peu de cette fête qui aurait dû justement démocratiser la science. Et de la même façon, pour l'enseignement des mathématiques, on peut être bloqué. Moi, Cédric Villani, qui a été mon concurrent, puis après très bon ami, si j'avais appris les mathématiques avec quelqu'un comme Cédric Villani, je pense que j'en serais pas là. Il y a aussi sûrement cette façon, et vous l'avez dit, dans les stéréotypes, façon d'approcher les mathématiques et les sciences. D'ailleurs, on les appelle les sciences dures,
Enfin, c'est rien que le terme, en fait, est assez compliqué. Une autre approche vis-à-vis des petites filles qui, à mon avis, aurait été différente. Les modèles trop emblématiques, c'était très intéressant ce que vous avez dit. Et de la même façon que vous avez vos ambassadrices par la Fondation L'Oréal, moi, on les verra sûrement aussi, les cordées de la réussite par l'école polytechnique, d'amener, en effet, plutôt des professeurs, des anciennes élèves, pas forcément qui ont été médaillés d'or dans les lycées pour sensibiliser les jeunes filles aux sciences, je trouve intéressant. Parce que dans les modèles trop emblématiques, ça peut être en effet impressionnant. Vous parlez bien sûr de Marie Curie, mais plus proche de nous, toutes les médaillées d'or. Moi, j'ai été à toutes les remises des prix. Edith Hearst, quand on la voit, c'est juste incroyable. Mais je note, et c'était très touchant, pendant qu'elle recevait son prix, en fait, il y avait un film qui est passé, et puis il y avait un monsieur qui était là en permanence sur les photos et sur le... c'était son mari, qui fait partie de son équipe, mais enfin, c'est elle qui est en tête de pont, et son mari qui l'a accompagnée dans ses différents postes à l'étranger, et qui était derrière moi, qui était super fière qu'elle reçoive sa médaille d'or. D'ailleurs, je sais pas, elle l'a même pas associée, elle a juste remercié à la fin, mais je trouvais ça marrant. Elle aurait pu l'inviter à venir sur la scène avec elle. Et en fait, je me suis dit que c'était une exception qui confirme la règle de voir en effet une femme être mise en avant et être accompagnée. Parce que vous avez beaucoup parlé les uns les autres de l'accompagnement des familles, des nombres de postes à l'étranger, où c'est très compliqué d'emmener ces familles. Moi, quand j'ai été rapporteur sur la loi LPR, notamment les problèmes financiers, où quand vous êtes envoyé, on vous donne une petite enveloppe, déjà pas très grosse pour pouvoir vous installer, rien pour vos enfants, pas grand-chose. Je vois alors hocher de la tête. On n'accompagne pas forcément les familles pour vous accompagner en poste, donc en province ou à l'étranger. Et donc, je pense qu'il y a des choses à faire très importantes. Et puis, dernière chose, par contre, Madame Bouchat, sur les chaires juniors, on a beaucoup poussé dans la LPR à les créer. C'était au contraire pour faire revenir des femmes, en grande partie des femmes, parties à l'étranger, parce que justement, avec peut-être des situations plus avantageuses pour faire leur recherche, qu'elles reviennent avec en effet des avantages par rapport aux autres statuts. Alors je sais que c'était compliqué parce que ça faisait une dichotomie en fait entre les différents statuts. En plus là, a priori, le budget cette année rogne complètement sous cette partie-là. Donc une fois de plus, la loi de programmation là-dessus est également sabordée. Mais les chaires juniors avaient quand même une appétence en petit nombre à faire revenir des femmes françaises pour qu'elles refassent leur recherche et leur carrière en France. Voilà. Donc, c'est plutôt sur... La tension était là maintenant. Voilà. Je ne sais pas si c'était vraiment de ça qu'on avait le plus besoin, très honnêtement. Très bien. Voilà, donc moi, c'est surtout sur la carrière qui m'aurait intéressé que vous puissiez un tout petit peu, je vous voyais hocher la tête, Laure, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la carrière, alors doctorante, post-doctorante, vous l'avez un peu effleuré, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment essayer d'améliorer en fait ces carrières scientifiques pour des femmes, et les attirer dans ces filières, tout en pouvant concilier vie de famille, vie professionnelle, avec des carrières très longues qui forcément s'entrechoquent. Je vais juste faire une remarque, c'est pas une réponse complète à votre question, bien évidemment, mais on s'intéresse aussi à les questions sont beaucoup liées à un moment à des notions d'évaluation. En fait, comment est-ce qu'on a des promotions, comment est-ce qu'on a des recrutements, etc. Et ça, c'est lié à des critères. Et souvent, ces critères-là sont des critères qui sont liés à un modèle qui est un modèle qui peut devenir discriminant. Donc, on a un autre comité qui réfléchit, qui va bientôt sortir un rapport là, sur des questions d'évaluation, en particulier à l'heure de la science ouverte, mais dans lesquelles, effectivement, il y a des recommandations qui tendent à dire qu'il faut trouver dans des critères des façons d'évaluer qui ne sont pas forcément des façons, comme l'évoquait Hélène, qui mettent plus en valeur quelqu'un qui a changé tous les 6 mois de laboratoire en allant à l'étranger, etc., ou bien qu'on fasse une logique comptable de combien d'acceptations, d'invitations à des conférences à l'autre bout du monde, etc. Donc,
Donc c'est un des éléments. C'est un élément qui peut être une façon de prendre en compte une diversité de ce qui peut faire la qualité d'un travail scientifique, ouvrant droit à des promotions et autres qui prennent en compte. Alors bon, il y avait aussi l'allongement par rapport à l'âge de candidature, etc. Mais disons, réfléchir aux blocages qui peuvent exister du côté de l'évaluation est une des pistes sans doute qu'il faut évoquer. Peut-être pour rajouter quelque chose sur cette évaluation. Aujourd'hui, on a une évaluation dans les métiers de la recherche et qui pose problème pas que pour les questions de genre, qui est extrêmement individuelle. Quand on remet un prix, on remet un prix à quelqu'un. Voilà, on est un peu dans un star system. Et je pense que ça, d'abord, ça pénalise plutôt les femmes, je pense, qui travaillent de façon plus collective, en moyenne. Il n'y a pas de règle absolue. Mais voilà, et je pense que c'est mauvais pour le système tout court, parce qu'aujourd'hui, on produit de plus en plus, et voilà, et on réfléchit moins à ce qui fait vraiment avancer la science comme un patrimoine, je dirais, collectif. Donc je pense que dans cette question de l'évaluation, et je pense que c'est pas totalement, en tout cas dans ce que je peux voir autour de moi en maths, je pense que les femmes travaillent de façon plus collective que les hommes. Et donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important. Dans l'évaluation, on a parlé aussi tout à l'heure des concours. Moi, je fais passer les concours d'entrée dans les grandes écoles pendant plusieurs années. Je pense que là aussi, dans l'évaluation à ces concours, il y a un vrai biais. C'est-à-dire que souvent, on voit que les filles ne répondent pas si elles ne sont pas sûres de la réponse. Et donc, évidemment, mettre des points quand il n'y a rien, c'est compliqué. C'est compliqué. On peut mettre que 0 en fait s'il y a rien, alors qu'un garçon hésitera beaucoup moins à lancer plein de trucs, même s'il y en a la moitié qui sont faux. Mais on va pouvoir. Donc voilà, je pense que dans tous ces comportements qui sont et je pense que c'est important en fait de voir que tout à l'heure on a parlé aussi de déplacement à l'étranger. Quelque part, à la fois j'entends ce que vous dites et en même temps, quelque part, ça devrait être complètement symétrique entre les hommes et les femmes. Partir avec sa famille quand on est un homme ou partir avec sa famille quand on est une femme, ça devrait pas être différent. Et donc en fait, c'est lié à des représentations sociales qui sont pas spécifiques, je dirais, aux sciences. Enfin, je veux dire, moi, je suis partie à l'étranger, mon mari m'a suivi, tout le monde lui a dit, mais t'es dingue de suivre sa femme. Et donc, je pense que c'est important, en fait. Si tu lâches ton boulot et qu'elle te lâche, comment tu vas faire? On ne pose jamais ces questions-là à un homme qui s'en va, en fait. Donc, oui, mais du coup, en fait, c'est finalement des choses qui sont externes à la communauté de recherche, qui sont plus des représentations sociales, pas spécifiquement liées à la science. Le micro, parce qu'on est filmé, tu sais. Madame Bloch. Je voulais revenir sur des choses qui ont été remarquées. Par exemple, c'est justement de même que les femmes ne répondent pas quand elles ne savent pas ou n'essayent pas, elles s'auto-censurent beaucoup. On a besoin d'être parfaite avant, on a besoin d'être presque sûre d'être promue avant de candidater. Et d'ailleurs, quand on regarde, une fois qu'elles candidatent, elles sont promues autant ou même plus que les hommes, par exemple pour le passage DR au CNRS. Donc voilà, il faut vraiment essayer de pousser les femmes à postuler, à essayer de candidater à des prix, pas à des prix, à des contrats de recherche, etc., de prendre des responsabilités. Parce que finalement, une fois qu'elles postulent, les retards de carrière sont parfois liés à de l'autocensure. Moi, je voudrais revenir sur la vulnérabilité à certains moments des carrières scientifiques, en particulier quand on est un étudiant en thèse. On a une relation très particulière avec son responsable de thèse qui, autrefois, pouvait devenir vraiment un binôme complètement isolé du reste du monde et pouvait donner lieu à de la maltraitance et à des harcèlements de toutes formes. Et donc ça, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts, mais peut-être que ça peut être encore amélioré. Par exemple, en introduisant des suivis de thèse, des comités de suivi qui sont faits de personnes extérieures et avec un moment très important où l'étudiant ou l'étudiante parle seul avec son comité de suivi. Et en fait, ça aide pas mal à débloquer des situations, mais ça peut être encore, je pense, amélioré pour que ces moments où on peut subir vraiment trop de hiérarchie
et dans une situation de solitude peuvent être un petit peu débloquées. Je voudrais dire aussi qu'un autre moment qui est un petit peu particulier dans les carrières scientifiques, donc c'est les conférences. Donc il y a plusieurs choses qui sont faites. D'abord, donc il y a par exemple la Société française de physique qui a fait une charte qui concerne en particulier les conférences, où les conférences ne sont pas soutenues financièrement par la SFP s'il n'y a pas un nombre minimum de femmes qui sont invitées. Enfin voilà, on s'engage à désinvisibiliser les scientifiques en les invitant. Et on encourage les hommes aussi à ne pas accepter une invitation s'il n'y a pas un nombre raisonnable de femmes qui vont s'exprimer dans la conférence. Et ça, il y a des collègues qui le font. La deuxième chose, c'est qu'il y a des situations qui sont parfois un peu compliquées dans les conférences. C'est les moments où il y a des sessions posters, les dîners de conférences, des moments où il y a de l'alcool et puis voilà, des rencontres un petit peu plus informelles entre les différentes personnes qui participent à cette conférence. Et il y a pas mal de conférences maintenant qui font attention à cette situation-là, qui mentionnent qu'il y a des référents, que si des gens se sentent en insécurité, ils puissent contacter des personnes. Bon, moi, je suis allée dans une conférence où j'ai rencontré ça pour la première fois, j'ai trouvé ça formidable, et je pense que ça devrait se généraliser pour éviter de mettre les gens en situation un petit peu dangereuse. Voilà. Avec des rôles hiérarchiques qui peuvent faire qu'on n'ose pas dire laissez-moi tranquille, parce que finalement quand on va en conférence, on y va pour son travail, on y va pour apprendre, pour montrer ses travaux, pas pour se faire embêter. J'ai une demande de parole de Marido Schliemann. Jocelyne Antoine ensuite? Non, et ensuite ce sera Gilbert Favreau alors. Ah, mes priorités. Non, mais vas-y, Marido, et ensuite Jocelyne Antoine en tant que rapporteur, et ensuite on passera au reste de la. Bonjour, oui, Madame, Monsieur les académiciens. C'est pour nous un privilège de vous entendre en démarrant ces études et ces auditions. Nous avons appris beaucoup de choses, et beaucoup de choses ont déjà été dites par mes collègues, donc je vais essayer d'éviter de répéter. Néanmoins, mon propos portera sur 3 points. Le premier concerne la question de l'orientation et de la formation. Ensuite, le déroulement de carrière, qui m'a aussi interpellée dans vos interventions. Et puis après, un petit propos sur la question des quotas. Alors, beaucoup de choses ont été dites, et souvent sur la question pour illustrer la spirale vicieuse qui se construit autour de cette problématique qui nous réunit aujourd'hui, et notamment l'idée que les filles, les petites filles, les filles osent moins s'orienter vers des études scientifiques dures, voilà, avec des degrés. Donc on forme moins de scientifiques féminines. Ensuite, on a moins de chercheuses dans ces disciplines. Ensuite, moins de professionnels et donc moins de femmes chercheuses qui s'illustrent. Et donc, finalement, le serpent se mord la queue et on a envie de se dire par quel bout on prend l'affaire. En fait, je pense qu'il faut peut-être le prendre par tous les bouts. Comme ça, au moins, ça règle le problème. Alors, vous avez aussi beaucoup évoqué, et je me suis vraiment... je vous rejoins sur l'idée de l'auto-assignation des femmes, mais l'assignation tout court des femmes dans certaines fonctions, dans certains rôles, et on voit que la problématique dont on discute aujourd'hui, elle exacerbe tout ce dont on parle dans le cadre de nos travaux de la délégation aux droits des femmes, toutes les questions de oser y aller, avoir confiance en soi, l'estime qu'on se porte, le regard de l'autre, le regard qu'on porte sur soi, et sa capacité à aller plus loin, et à se dire non, c'est pas pour moi, c'est mieux pour un homme, etc., etc. Et on se rend compte que dans les disciplines que vous avez choisies, dans la carrière et dans les passions que vous vous êtes accordées, c'est encore plus dur. Enfin, c'est plus saillant. Il y a plus cette problématique est encore plus forte. Sur l'orientation, c'est vrai qu'il faut le faire le plus tôt possible, et sans doute commencer dès les classes primaires, parce qu'ensuite, c'est un peu trop tard. Et alors, vous soulignez dans votre rapport l'importance des rôles modèles pour que les jeunes filles s'orientent le plus tôt possible vers les carrières scientifiques. Et vous avez mentionné, je crois, le programme For Girls in Science.
qui a apporté des résultats importants. On a évoqué aussi, et ma collègue Marie-Pierre Monnier, je crois, a évoqué la question de la formation, puisqu'elle connaît bien ce sujet. La formation, sans doute, la connaissance et la formation sans doute lacunaire des professeurs des écoles en matière, dans les disciplines scientifiques, comment on peut y remédier. Est-ce que vous pensez que la proposition du Conseil d'analyse économique, la proposition récente qui serait de faire intervenir des brigades d'enseignantes spécialisées dans les matières scientifiques le plus tôt possible et dès l'école primaire pour pouvoir faire la promotion des matières scientifiques dans les écoles pourrait être intéressante, parce que, à côté du fait qu'il faut sans doute renforcer l'enseignement des matières scientifiques chez les professeurs des écoles, est-ce qu'on pourrait aller sur les deux idées en même temps pour pouvoir justement faciliter la meilleure connaissance et la meilleure orientation des petites filles vers les matières scientifiques? Et pourquoi ne pas continuer tout le long de la scolarité ce type d'intervention? Parce que je pense qu'il y a sans doute des étapes dans la vie où on peut être réceptif. C'est sans doute aussi une question de maturité, maturité intellectuelle, je pense, mais aussi maturité tout court. Et donc, on peut peut-être, en CP ou en CE1, être pas réceptif du tout, et puis être déclenché en 6e, parce qu'on a vu un film, parce qu'on a rencontré une personnalité. Et donc, je pense que la continuité de l'intervention est importante, pas juste à un moment. Alors, je sais, ça coûte de l'argent, et c'est aussi un problème. Mais voilà, je voulais souligner cet aspect. Vous avez évoqué la question des carrières, et plus particulièrement les difficultés que rencontrent les femmes. Alors, au niveau des doctorantes, des post-doctorantes, des chercheuses, à pouvoir concilier les contraintes liées à ces métiers, à leur métier, avec une vie familiale. Je pense que c'est important, effectivement, de donner plus de possibilités à des femmes chercheuses ou des femmes qui ont cette double carrière de s'épanouir et de ne pas abandonner. Je ne sais plus qui en a parlé, mais je trouve que c'est capital parce qu'effectivement, je pense qu'en tant que femme, on peut à un moment faire un arbitrage défavorable en faveur de sa carrière en se disant ben non, on va consacrer plus de temps à sa vie de famille, plus de temps à l'éducation d'un enfant, plus de temps aussi à la prise en charge d'un enfant qui a des besoins spécifiques, notamment le handicap. Et à ce moment-là, peut-être mettre de côté sa carrière pour privilégier ce temps familial. Alors, il y a des propositions sur la table qui visent à se dire on va privilégier, donner plus de place, par exemple, au congé de paternité pour permettre aux femmes de se donner plus de temps pour leur carrière. Je pense que ça ne fonctionne pas toujours ainsi parce qu'on a vu que le congé de paternité n'était pas toujours pris. Et en tout cas, ça ne fonctionnait pas nécessairement. Donc, je voudrais connaître votre avis sur cette proposition qui est sur la table, de savoir est-ce qu'on assigne davantage, est-ce qu'on oblige les hommes à prendre ces temps pour permettre aux femmes de s'accomplir professionnellement davantage dans vos disciplines, et est-ce que finalement il n'y aura pas des biais? Et enfin, le dernier point qui concerne le temps passe, les quotas. Bref. Oui, le quota. Sur les quotas, je voulais dire aussi, effectivement, il y a les deux aspects. Et parfois, on se dit que c'est une mauvaise idée, parce que finalement, il y a les limites de la politique de discrimination positive. Donc, où est-ce qu'on met le curseur? Voilà, j'étais un peu longue, je m'en excuse. Jocelyne, Antoine, les deux questions. Ensuite, vous répondrez. Ensuite, ce sera Gilbert Favreau. Je vais vous le faire en 2 minutes chronomontre en main, comme dans l'hémicycle. Voilà. Mes chers collègues, je vous en prie, prenez votre temps. D'abord, merci beaucoup pour ce rapport dont nous avons pris connaissance avec grande attention. Donc, j'avais préparé une série de questions, mais elles ont toutes été balayées, donc je ne vais pas vous les refaire. J'avais 2 points sur lesquels je voulais avoir un peu d'éléments. Vous avez présenté une photographie du phénomène de décrochage par rapport aux différents contextes sociaux, familiaux, et vous avez mis dans l'intitulé territoriaux, mais je n'ai pas vu
différenciation territoriale, c'est-à-dire à savoir, est-ce que dans les campagnes, moi je suis élu d'un territoire de grande ruralité, on va dire. Hein, je suis de la. En fait, on n'a pas mis le graphique, mais il est dans ce rapport de l'Université Paris-Dauphine. Non, pas dans le nôtre. Parce que celui là-dedans, j'ai pas vu non plus. Non, en fait, ces graphiques-là sont issus du rapport de la chaire de Dauphine à partir des chiffres de l'ADEP. Et il y a aussi une étude, il y a aussi une carte qui montre qu'il n'y a pas de. Donc ma question, c'était que les territoires ruraux sont pareils. Est-ce qu'on peut avoir ce document? Parce que c'est effectivement un point d'achoppement de se poser la question. Moi, je travaille sur ces questions-là avec l'Université de Lorraine, puisque je suis dans l'Université de Lorraine, et donc il y a des territoires extrêmement ruraux dans le Grand Est. Et effectivement, on a dès le départ, que ce soit fille ou garçon, qui décrochent pour faire des études supérieures. C'est qu'on a un nombre très limité de bacheliers qui vont aller au-delà de bac plus quelque chose déjà, que ce soit dans les sciences ou autre chose. C'est encore plus prégnant dans les sciences, y compris pour les garçons. Donc je voulais savoir si on avait des données là-dessus, parce que je pense que c'est intéressant, parce qu'il faut qu'on y travaille vraiment. Voilà, donc ça c'était une première, c'est plus une demande qu'une question. Et puis, vous avez présenté un tableau comparatif par rapport à notre positionnement par rapport aux autres pays de l'OCDE. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un peu partout pareil. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées, entre autres au niveau européen, pour étudier cette question, puisqu'on voit qu'on est quand même plus ou moins logé à la même enseigne. La problématique semble être prégnante et identique dans tous les pays de l'OCDE. Donc je voulais savoir s'il y avait un travail commun qui a été fait entre les différentes académies et les différents scientifiques du monde, pour savoir si effectivement cette question-là du décrochage des filles dans les sciences était un sujet qu'on traitait également de manière internationale. Voilà, j'ai deux questions. Ça. Très bien. Et du coup, je propose quand même à Gilbert Favreau de poser tout de suite ces questions, et comme ça, vous répondrez et conclurez en même temps, puisque le temps passe. C'est bien évidemment nos invités de tout ce qu'elles nous apprennent ce matin, mais vous dire que je passerai rapidement sur les stéréotypes familiaux, voire sociétaux, parce qu'effectivement, malheureusement, ce sera difficile à évacuer. Je voudrais aller plus précisément sur une situation que je connais pour avoir eu l'opportunité de parrainer une jeune fille qui actuellement est en terminale et qui se cherche un petit peu. J'ai été très étonné lorsqu'elle m'a dit l'autre jour, à l'occasion d'une rencontre, que Parcoursup lui avait suggéré d'aller sur une école où elle avait le plus de chances d'obtenir un droit d'entrée, sans lui, alors qu'elle est apparemment très très bonne en mathématiques, sans lui suggérer une école ou un concours particulier. Je trouve que c'est lamentable. Parce que si elle devait avoir l'opportunité d'entrer dans une école supérieure, je crois que c'est mieux que l'université ordinaire. Et j'aurais, moi, mais je vais vous poser la question, plutôt tendance à lui suggérer les concours. Mais bon, elle est d'une famille modeste, d'agriculteurs, et je pense qu'il y aura des réticences dans la famille. Comment voyez-vous ce cas d'espèce que je vous soumets? À vous maintenant, et pour vos réponses et votre conclusion. Ouais. Non. Sur l'ensemble, vous commencez peut-être par Marie-Do Ashliman, les différentes. Je ne sais pas si vous les aviez notées. Moi, je viens peut-être parler juste de ces questions justement autour de l'ambition scolaire et peut-être de Parcoursup. Donc, pour la question en CP, sur le décrochage, il n'y a pas de différence entre les milieux ruraux et les milieux plus urbains, ni entre d'ailleurs des milieux plus de REP+. C'est même plutôt mieux en fait. C'est le seul endroit où les filles décrochent le moins finalement, c'est en REP+. Voilà. Par contre, effectivement, si on regarde au collège, effectivement, l'ambition scolaire décroche beaucoup en milieu rural et encore plus chez les filles. Donc là, je discutais avec le préfet de la Haute-Saône il n'y a pas longtemps. C'est presque 15 points d'écart entre les filles et les garçons à l'issue de la 3e. Voilà, pour quelques chiffres.
Nous avions fait un rapport Femmes et Ruralité où effectivement on mettait ça en évidence sur le problème de l'ambition scolaire et la différence entre les filles et les garçons. Voilà, et après pour Parcoursup, je suis étonnée que Parcoursup, qu'un logiciel puisse aider à faire de l'orientation sans connaître les gens et sans... voilà, après que les familles poussent moins les filles, je pense que ça c'est une réalité aussi en fait. Que les familles, et particulièrement les familles de milieux plus modestes, poussent moins les filles. Ça c'est... voilà. Et puis peut-être juste une dernière chose, et après je laisse la parole, sur l'histoire des congés de paternité. Je ne suis pas sûre que les congés de paternité, aujourd'hui, ils sont pris essentiellement pendant le congé de maternité, donc ça ne va pas tellement libérer, je pense, les femmes de leurs responsabilités. Et je pense que même, quand bien même ils seraient au bout, et je ne sais pas, ils durent 2 mois au bout, en fait, ce qui me semble, en fait, grignoter un petit peu plus sur la capacité à travailler, c'est quand les enfants sont petits, qu'ils sont malades, qu'il faut s'arrêter, qu'il faut... C'est pas seulement une période limitée. Quelque part, une période limitée de 2 mois ou 3 mois, on s'arrête. Je veux dire, ça arrive aussi de partir en vacances. En général, c'est moins de 3 mois. Mais je veux dire, on peut s'arrêter et s'y remettre. Ce qui est difficile, je trouve, dans un métier comme la recherche, c'est de le faire en petits bouts, en fait. Et ça, c'est vraiment très compliqué, je pense. C'est un métier pour lequel on a besoin de pouvoir avoir des grandes plages de tranquillité, des grandes plages où on perd son temps à rien faire. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est admis dans le monde dans lequel on vit. Et voilà. Et je pense que c'est là, finalement, que quand on a des petits-enfants, c'est le plus compliqué. C'est-à-dire, c'est quand il faut penser à 10 000 autres choses. C'est plus cette occupation de la tête, cette charge mentale. Et puis, effectivement, d'aller chez le médecin, voilà, le rendez-vous à l'école. Voilà. Après, là, encore une fois, je pense que cette charge mentale peut très bien être partagée. C'est une question sociétale. Voilà. Je m'arrête. Et peut-être juste, puisqu'après ça sera la conclusion et qu'après je vais m'arrêter de parler, je voulais juste dire 2 choses qui ne sont pas liées aux questions. La première, c'est que on a beaucoup parlé des carrières des femmes en sciences, sous l'aspect de dire finalement est-ce que c'est un droit pour les femmes, comment est-ce qu'on y accède. Et je voudrais retourner aussi la question, ça a été tout à l'heure évoqué un tout petit peu par Hélène, en disant en fait non seulement c'est un droit à titre individuel, mais à titre collectif, c'est important qu'il y ait des femmes et c'est important qu'il y ait de la diversité. Le monde de la recherche a besoin en fait d'avoir des femmes, comme il a besoin d'avoir des gens qui sont formés avec des formations différentes. Donc c'est pas juste une question de est-ce que on a les mêmes droits ou pas que les hommes. C'est aussi une question que le milieu de la recherche a besoin d'avoir des femmes, des gens qui ont d'autres formations que les écoles d'ingénieurs et les classes prépa, des gens qui viennent de milieux culturels différents. Hélène l'a dit, mais je pense que voilà, c'est important de poser cette question aussi sous cet angle-là. Je pense en particulier pour des institutions de l'État. C'est une question de l'ordre collectif. C'est pas juste de l'ordre du choix individuel. Et peut-être pour finir, et je sais que c'est politiquement pas correct, mais je suis très étonnée que dans une commission qui s'occupe d'égalité, eh bien, il n'y ait essentiellement que des femmes. Je pense que c'est pas une bonne chose. Oui, il y en a un, mais je pense que... Je pense qu'en fait, on ne peut pas parler d'égalité homme-femme, et ça ne va pas être que le problème des femmes, en fait. On essaie de faire venir des hommes, hein, on n'arrête pas. Oui, mais ça veut dire qu'ils considèrent que ce n'est pas leur problème, et ça, c'est très embêtant, en fait. Rassurez-vous, au Sénat, on est un tiers de femmes, mais il y a beaucoup d'hommes. Et pour voter les textes qui vont donner, il faut qu'ils s'impliquent et qu'ils se mettent sur le sujet. Merci, ces messieurs, d'être avec nous. Oui, parce qu'il y avait... et il y a aussi Madame Bouchat qui veut parler. Non, mais allez-y, je vous en prie. Non, je voulais juste dire et sur l'international aussi, n'oubliez pas de répondre. Voilà, très bien, merci. Une solution une notion qui peut régler quand même beaucoup de choses, c'est la notion de travail d'équipe, qui peut être plus attirante pour les femmes et qui peut aussi permettre d'aider dans les moments où on est très occupé avec des petits-enfants ou avec des enfants malades ou avec un congé de maternité. Si on est dans une équipe, eh ben, les collègues peuvent
assurer la continuité, continuer à encadrer les étudiants, et ça permet de répartir beaucoup mieux les tâches. Donc je pense que ça peut avoir vraiment aussi une implication sur les retards de carrière éventuellement des femmes et sur la meilleure distribution la meilleure égalité dans l'évolution. Après, ce que je voudrais dire, c'est que le mot science dure, en fait, je viens juste aujourd'hui de réaliser que dur, ça peut être considéré comme le contraire de, voilà, un synonyme de difficile, avec facile comme opposé, alors que quand on dit science dure, c'est par opposition à science molle, qui est tout aussi dur en fait au niveau difficulté. Donc peut-être qu'on devrait changer ce mot parce que ça va pas du tout. Voilà. Donc il y a une confusion sur la signification du mot dur. Chez nous, on parle de matière dure et de matière molle. Voilà. Oui, alors moi je voulais peut-être parler un petit peu de l'Europe parce que c'est vrai que on est vraiment inclus dans de plus en plus et je pense que ça va même se développer, enfin j'espère. On est vraiment dans un milieu européen, surtout au niveau de la science. La science est extrêmement européenne, on a beaucoup de collaborations européennes. Et là, moi je trouve intéressant justement de faire des comparaisons, en particulier par rapport aux pays nordiques, parce que les pays nordiques sont très en avance, en tout cas pour l'inclusion au niveau de la politique, on l'a vu, même au niveau du travail des femmes. Et en fait, au niveau des sciences, ils ont en fait aussi un gros problème, et surtout dans les fameuses sciences, alors exactes ou physique, mathématiques en tout cas. Eh bien, ils en ont très très peu. Et alors j'en ai discuté avec, mais ça les ennuie parce que ils ont une culture en particulier, ils ont une culture beaucoup plus en avance que nous, en particulier là, sur les congés de paternité. Eh bien, donc c'est assez commun qu'on voit des hommes dans ces pays-là prendre un an ou se mettre à mi-temps pendant un an pour s'occuper de leurs enfants. Je trouve ça remarquable. Et ça ne les empêche pas d'avoir des contrats européens, d'avoir une grosse reconnaissance internationale. Donc, c'est des exemples de ce point de vue-là. Mais alors, par contre, au niveau du recrutement, c'est une catastrophe. Ils ne recrutent pas au niveau... Alors là, et alors, ce qu'ils disent, c'est vrai que c'est... En fait, c'est quand même des gens assez organisés. Donc, quand ils recrutent quelqu'un, ils ont ce qu'on appellerait en France peut-être une fiche de poste qui, je sais pas, c'est un peu désuet maintenant. Enfin, ça dépend dans notre milieu, ça se fait pas trop au niveau académique. Et voilà, donc il faudra faire ci, il faudra faire ça, etc. Et c'est un peu effrayant. Et il paraît que les hommes le lisent pas, donc c'est pas grave pour eux, mais que les femmes le lisent. Et alors là, ils se disent non, je pourrais pas faire ça, c'est pas possible. Et donc il y a de l'autocensure qui se fait très fort à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'ils ont aussi constaté qu'ils avaient donc c'était finalement la manière dont se constituent les groupes la recherche, c'est qu'on a un poste très très tardivement, c'est-à-dire avant d'être professeur, eh bien on est l'équivalent chez nous du maître de conf qui est un poste difficile, mais quand même qui est un poste permanent. Ils ont des postdocs à rallonge, ils n'ont pas vraiment ce qu'on appellerait un poste permanent, et ils ont changé un peu ça. En mettant des postes un peu... Alors, c'est ce qu'on appelle les tenure track, qui ne sont pas tout à fait des postes permanents, mais qui sont déjà un petit progrès par rapport à ce qu'ils avaient avant. Et déjà, donc, ça leur a permis de recruter plus de femmes et de recruter aussi plus dans la diversité. C'est-à-dire qu'ils recrutent dans l'Europe, on voit des Espagnols en Finlande. Enfin, voilà, une diversité intéressante qui apparaît. Et mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de spécifique à ces carrières scientifiques et à cette idée que pour être sûr, comme c'est quand même des postes très compétitifs, l'idée d'avoir aussi une carrière longue, précaire, ça permet de jauger. En fait, c'est des dossiers qui sont plus consistants, d'avoir une idée peut-être de la ténacité de la personne parce qu'elle tient bon, elle a fait tous ses postes. Enfin, je sais pas, c'est un critère de sélection quand même. Et ça devient, c'est vraiment
c'est une fuite en avant qui est devenue problématique et dont ils souffrent même dans ces pays très inclusifs. Et alors, il y a le cas de l'Allemagne est intéressant parce que le cas de l'Allemagne, on est parti d'une situation où les femmes étaient à la maison, où elles... donc ça a beaucoup évolué. Il y avait le concept de la mère corbeau. Si elle quittait, si elle prenait un travail, c'était très mal. C'est qu'elle n'aimait pas ses enfants. Heureusement, ça bouge. Et là, en fait, les universités commencent vraiment, ça devient un critère pour. En fait, les universités sont un peu en compétition. Là, elles ont des. Et en fait, donc elles présentent des projets où le fait, c'est vraiment pris comme un critère important, d'avoir des femmes, d'organiser même des crèches à l'intérieur de l'université. Enfin, ça devient quelque chose de très important. Ça bouge tout doucement. Et la raison pour laquelle ça bouge, je crois qu'ils ont un modèle qui reste quand même très... ils ont le modèle du Herr Professor, où il y a effectivement un concept de recherche très pyramidal. Alors, il y a des femmes qui s'adaptent tout à fait à ce modèle-là. Mais est-ce que c'est le bon modèle ? Voilà. Et ça concerne à la fois, finalement, les femmes et les hommes. C'est-à-dire, quel bon modèle pour la recherche alors, il y a... je crois qu'on doit vraiment se poser la question. Il y a le cas du Portugal, qui est très intéressant. Il paraît qu'à l'université, il y a pratiquement la parité dans les études scientifiques. Alors, je ne sais pas s'il y a suffisamment de recul pour voir comment ça va. Est-ce qu'il y aura aussi un plafond de verre ? Sans doute, mais le Portugal. Et donc, c'est intéressant de voir cette diversité au niveau de l'Europe. Et alors, justement, il y avait cette étude de Monsieur Jouini, là, vous avez reçu, je crois, de Dauphine, qui lui fait la remarque qu'en fait, la parité en sciences est de moins en moins bonne dès qu'on va dans des pays les plus riches au niveau de l'OCDE. Et où, du coup, on a beaucoup plus de liberté de choix aussi. Et en fait, du coup, le biais s'exerce plus facilement. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement... J'ai peur qu'il y ait un autre critère, c'est qu'en fait, il y a plus de femmes dans le milieu universitaire dans les pays où les métiers universitaires sont les moins reconnus socialement. Aussi, oui. Ah oui, où les salaires sont les plus bas. Si vous voulez faire rentrer... Alors oui, plaisanterie, c'est si vous voulez faire rentrer des femmes, baisser les salaires, mais ça ne me paraît pas être une bonne idée pour les femmes. Merci. Et peut-être très rapidement, vous citiez ce projet de brigade d'enseignants spécifiques en enseignement scientifique. Alors, pardonnez mon ignorance, je n'étais pas du tout au courant de cette proposition, mais ça semble intéressant, finalement, en parallèle sauf si c'est que des hommes, effectivement. C'est peut-être un dispositif à explorer, et effectivement, pour compléter en tout cas, pallier ce manque de formation scientifique des enseignants du primaire. Oui, c'était ce que je voulais remarquer, parce qu'il y a une question de temporalité et de pragmatisme, parce que je pense que tous les efforts qu'on peut faire pour espérer améliorer la formation, etc., dans le meilleur des mondes, ça portera ses fruits dans un certain nombre d'années. Donc ça n'empêche pas que, justement, il y ait des mesures. C'est un peu comme les passages obligés qu'on a évoqués par rapport à des formes de quotas différentes ou je ne sais quoi, mais qui sont peut-être des points de passage obligés comme déclencheurs pour aider à prendre conscience de choses et à faire que des choses se passent, avec l'idée que ce qu'il faut, dans un monde idéal, je veux dire, en quelques années, il faudrait qu'il n'y ait plus de prix Irène Joliot-Curie, il faudrait qu'il n'y ait plus de prix spécifiques ou de reconnaissance, parce que la question ne se poserait plus. Mais on n'en est pas là. Donc, entre-temps, effectivement, si ça peut aider à lancer les dispositifs, et la prise de conscience, c'est certainement une bonne chose. Écoutez, vraiment, je vous remercie. Mais en conclusion, justement, sur vivier, quota, en fait, il y a un moment où le quota est nécessaire pour imposer qu'on fasse les choses comme il faut pour avoir le vivier. Moi, je pense, effectivement, j'étais intervenue chez Syntec, entre autres, donc, qui est le syndicat des bureaux d'études. Et donc, on leur impose par la loi d'avoir aujourd'hui 40% de femmes dans les comités exécutifs. Sauf que le président de Syntec me dit « Ah oui, mais on cherche des directeurs femmes. » Et donc, je lui ai recommandé de chercher des directrices. C'est-à-dire que si on n'a pas en tête qu'on cherche des femmes, on a plus de mal à les trouver parce que c'est pas le même modèle qu'on cherche. Et quand on est obligé, en tant qu'entreprise, à avoir des femmes, et ben, du coup, on est obligé de regarder
dans son vivier, parce que parfois on en a, hein, je vous parle de, quand on parle de la haute fonction publique, un ministère comme le ministère de la Santé qui a 73% de femmes n'arrive pas à trouver de quoi faire 40% dans les directions. Donc on voit bien que là aussi, il faut aller les chercher parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est vraiment un problème culturel. On ne va pas aller se proposer de façon naturelle. Alors, certaines vont le faire, mais on voit bien que le gros travers, c'est qu'on ne va pas y aller. D'où ce que vous avez fait pour pouvoir effectivement nommer plus de femmes à l'Académie des sciences. Elles existent en réalité, mais si on ne va pas les chercher, on ne les voit pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement faire ce travail, avoir ces rôles modèles. Et puis il faut qu'on travaille un peu sur nous. On est d'accord aussi, hein, pour oser s'affirmer et dire que oui, on est capable. Parce que de toute façon, et là je vous rejoins, on ne peut pas penser un monde avec simplement 50% de sa population. Donc la diversité et la parité sont importants pour qu'on construise ensemble quelque chose qui convienne à tous. Et donc voilà, donc je vous remercie. C'était le lancement de ce travail Femmes et Sciences, hein, que nous allons mener. Nous allons, je pense, réauditionner, même si on l'avait entendu, mais c'était dans le cadre de l'intelligence artificielle, l'université de Dauphine, parce que je crois qu'effectivement, il faut aussi qu'on travaille bien sur qu'est-ce qui se passe au moment de ce cours préparatoire pour pouvoir faire que on se repose ces questions au moment de la terminale. Déjà, on aura réussi quelque chose. Et je suis sûre que ce travail va être un travail absolument passionnant. Donc, merci à tous. Voilà, la vidéo peut se couper.